Ok, on est parti. Bienvenue sur le podcast. Le cadre a un peu changé. Je me retrouve du coup normalement à gauche. D'habitude, je suis sur Zoom, mais du coup, ça a un peu changé. Hugo a branché son micro, a mis son casque, a coulé son café. Il est là. Tout à On va faire fait. une petite intro. On va faire une petite intro différente, mais du coup, bienvenue à tous sur le podcast Au-delà des entraînements. Ceux qui nous, comme d'hab, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ou ceux qui font les deux, parce que du coup, on est aussi sur YouTube. Donc, invité pas différent, mais on sort un peu de, entre guillemets, la musculation, parce que c'est pas non plus si loin que ça, mais maintenant, Ouais. premier invité power sur le podcast. Alors, je sais pas si T'es c'est t'es sorti, mais t'es pas allé très très loin. powerlifter ou power builder, je sais jamais du coup. Non, powerlifter, powerbuilding, ouais, c'est un peu ce que tout le monde essaye de faire. Moi, je fais partie de l'école du powerlifting et je pense que la nouvelle génération, c'est aussi ça. Il y a beaucoup d'exercices d'accessoires. Donc, oui, la force athlétique ou powerlifting, comme vous voulez l'appeler, c'est les trois mouvements, mais on fait tous aussi de la muscu à côté pour se renforcer. Donc, pour moi, si tu es un powerlifter, tu es aussi un powerbuilder. Il n'y a pas trop de différence là-dessus, quoi. Et du coup, bah écoute, comment tu Toi, vas? Parce que je t'ai même pas demandé. Comment tu vas? ça va, ça va, ça va. Pour tout dire, je rentre de Paris. Là, j'avais une compétition à la fac, à Cogolin, pour l'inauguration de la nouvelle salle de Noémie Alabert, qui est une championne de force athlétique et qui, du coup, nous a invités. Donc, c'était un événement super important aussi pour moi parce qu'on le sponsorisait avec la marque de vêtements. Donc, il y a plein de choses qui s'est passé. Je ne sais pas si tu voudrais revenir dessus, mais là, je rentre directement de Paris et je viens un petit peu justement Ici, on peut me parler de reposer. tout. On peut parler de tout, de tes animaux de compagnie, si tu veux, on peut parler de tout, il n'y a aucun problème. Ça marche, ça marche. Mais ouais, Je franchement, te laisse mener la danse alors. ouais, il y a aucun. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas forcément? J'aime bien d'habitude laisser les gens tu peux se présenter. Bien sûr. Alors moi je suis Hugo, donc je fais de la force athlétique, mais c'est pas comme ça non plus que je vais que je vais me définir plutôt. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast aussi un petit peu comme toi. Donc sur ma chaîne YouTube c'est plus là du coup j'essaie de démocratiser un petit peu le sport de la force athlétique, parce que moi quand j'ai démarré ce sport-là, il y avait plein de gens qui faisaient du contenu dessus, mais c'était surtout les athlètes, les mecs qui voulaient faire champion de France, champion d'Europe, champion du monde, et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Moi j'aime ce style d'entraînement. Et je suis pas non plus le powerlifter qui va vous dire il faut faire de la compétition, etc. Je cherche vraiment plus ce style d'entraînement. C'est vraiment ce qui, moi, me motive à la salle pour m'entraîner. Puisque le body, c'est bien, on rentre tous à la salle pour différentes raisons. Mais au bout de quelques années, quand tu as un petit peu fait les premiers gains et que ton physique ne change plus tant que ça, moi, il me fallait une source de motivation supplémentaire. Donc, c'est ce que j'ai trouvé dans le power. C'est ce que je pense beaucoup de go muscu aussi peuvent trouver. Donc, c'est ça que j'essaye de démocratiser un peu plus sur ma chaîne YouTube. Sur le podcast, c'est un petit peu comme toi. Je reçois des invités qui sont du monde de la musculation ou du fitness, mais pas que. Et on essaye de parler de ce qu'ils font, bien sûr, au niveau de leur entraînement, mais aussi donner des conseils pratiques à appliquer au style de vie des gens qui nous écoutent. Ça peut être des gens, par exemple, le dernier que j'ai reçu et que je vais publier, c'est un combattant de MMA. Donc, évidemment, il va à la salle, mais il est aussi à l'UFC, il fait plein de trucs. Donc, on a abordé la prépa physique. Il a aussi une histoire super intéressante. Donc, le but, c'est de montrer que les gens qui vont à la musculation ont aussi d'autres choses en commun. Et c'est la conversation que tu peux retrouver avec ton partenaire d'entraînement. Bien sûr, quand tu as un partenaire d'entraînement, tu vous parlez muscu, mais vous parlez pas que de ça. Donc, le but, c'est de retrouver un petit peu ce genre d'émulation dans le podcast. Et à côté, donc ça fait beaucoup, je commence à me rendre compte que déjà la Ok, 3 est non, longue. y a aucun problème. J'ai la force de vêtements, la force de vêtements, la marque de vêtements Les Forceux, du coup, que j'ai lancé il y a à peu près l'année dernière, fin d'année dernière, je crois. Voilà, succinctement, c'est un petit peu tout ce que je fais. Je fais aussi de la vidéo à côté en freelance, puisqu'on n'est pas encore au stade où on peut vivre de tout ça. Donc, je fais de la vidéo en freelance à côté. Ok, et ça fait longtemps que du coup, tu as lancé le podcast parce que c'est le rendez-vous musclé, c'est ça? C'est ça, on est d'accord, hein? C'est ça, c'est Je ça. mettrai de toute Ça façon fait, les liens en description pour ceux qui veulent aller voir, il n'y a aucun problème si jamais. Je le dis, mais bien sûr. normal. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais, je crois, que j'ai lancé le podcast. Pour la petite anecdote, je l'ai commencé, j'étais en échange universitaire en Thaïlande et j'ai commencé les premiers épisodes, c'était catastrophique. C'était des conversations Skype, comme on fait, mais j'étais dans un coffee shop à Bangkok. Avec le décalage horaire, j'avais le wifi du coffee shop et tout. Et c'était horrible. Franchement, merci à tous les invités qui ont accepté de, de passer sur le podcast au début parce que vraiment, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, quoi. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on essaye même de dire au final dans les podcasts. C'est comme au début, tu commences le sport, c'est pas parfait, tu vois. T'as beau regarder des vidéos, te renseigner et tout, ton mouvement, il sera jamais aussi parfait que à force de le faire, tu vois. Et au final, les podcasts, c'est pareil, tu vois. À force de faire, bah, t'as une meilleure qualité, t'es plus à l'aise aussi. Même, tu reçois après des invités, comme si, peut-être pas comme si tu les connaissais depuis longtemps, mais au final, l'échange, il est Mhm. beaucoup plus rapide, tu vois. C'est plus fluide, tu sens qu'il y a moins de stress, donc au final, ben, ça se ressent de toute façon, tu vois. Et c'est ça qui est C'est beau un dans. truc
c'est un truc que j'ai appris à force de faire des épisodes. Alors, je sais pas à combien toi d'épisodes tu es, mais c'est qu'au début, je me suis dit, bon, on va juste allumer la caméra et on va avoir une conversation comme tu as avec quelqu'un. Et au final, tu te rends compte qu'être intervieweur, c'est vraiment une compétence, un skill qui s'apprend et que si tu veux arriver à tirer le maximum des gens, surtout quand tu ne les connais pas et que tu n'es pas forcément en phase 2, donc c'est plus dur, par exemple, quand on est en ligne comme on se fait en ce moment, c'est beaucoup plus difficile et c'est vraiment un skill d'arriver à tirer les questions les plus personnelles et les trucs les plus intéressants d'une personne. Et c'est vrai que c'est un truc que je pensais pas être intéressé par. Je me suis jamais dit, je vais être journaliste, intervieweur, et je ne suis pas du tout. Hein. C'est pas parce que j'ai fait 50 épisodes d'un podcast que je me considère comme journaliste ou intervieweur, mais c'est une compétence intéressante, je trouve, à développer pour tous les gens. Je sais pas, toi, ton audience, ta communauté, si c'est plutôt des gens qui essayent de créer du contenu aussi, ou si c'est vraiment des gens qui sont juste dans la musculation et qui espèrent avoir des conseils. Mais en tout cas, c'est vraiment l'art de la conversation et d'interviewer quelqu'un et d'avoir un podcast. C'est vraiment une compétence intéressante qui peut aussi aider après dans la vraie vie. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti, mais je trouve que je suis beaucoup plus posé. Les conversations que j'ai avec les gens sont beaucoup plus Par la intéressantes, je suite. trouve, depuis que j'ai lancé le podcast Ouais, qu'avant. par la suite, hein. Mm, Ouais. Mais moi, ouais. j'ai toujours aimé, tu vois, discuter avec les gens parce qu'au final, je me dis que la personne peut avoir n'importe quel âge, faire n'importe quoi dans la vie, il y aura toujours quelque chose Mm. d'intéressant à en tirer, on va dire, à apprendre quelque chose, tu vois. Donc, au final, j'essaye de poser des questions sur le podcast que je me dirais intéresseraient les gens, tu vois. Après, s'il y a des questions qui personnellement m'intéressent moi, intéressent pas forcément les gens, mais je me dis que c'est moi qui fais le podcast, tu vois. Donc, autant que. Ah, il faut être égoïste aussi un petit peu. Hein. Il faut que ça te serve aussi à toi, parce qu'on va pas se mentir, le contenu, ça Après, rapporte pas j'avoue, grand-chose. Il faut le je faire reçois- pour soi d'abord. c'est ça, mais oui, après, je reçois des bons messages, des bons retours. Donc, je pense que ça a fait mes questions sont pertinentes, tu vois. Et les gens apprennent des choses, donc c'est l'essentiel du. Mais du coup, on va On n'est pas tout seul. Vas-y. un peu creuser, du coup, la partie power, un peu voir comment ça se passe, du coup, les entraînements, Bien si tu es sûr. d'accord? Bien sûr, bien sûr. Comment tu t'entraînes, du coup, déjà, comment tu t'es entraîné pour préparer la compète, du coup? Tu peux déjà commencer par là, puisque ça fait. Ouais, bien sûr. Alors moi, déjà, il faut savoir que je suis un petit peu un ovni dans le monde du power. C'est sûr que même parmi les power, je suis un petit peu un ovni dans le sens où je me coach seul. Tu vois, ce qui est très atypique dans le monde du power où tout le monde a un coach. Il y a limite des clans, tu sais, coach A, coach B, des factions de coaching qui se sont formées. Et donc d'être un petit peu se coacher seul. Et je suis même en licence individuelle, donc je ne suis pas affilié à un club en particulier. Parce que pour participer en compétition, il faut être affilié à un club et participer sous l'égide de ce club, ou tu peux, ce que j'ai fait, avoir une licence individuelle et participer par toi-même. Donc j'essaye d'être vraiment un petit peu, de me débrouiller seul et d'être un petit peu neutre là-dedans. Donc, c'est un petit peu plus particulier, mais comment je m'entraîne, comment je me suis préparé pour la compétition. Alors, il faut savoir que nous, notre programme s'organise sous forme, alors pour la plupart, chacun a son école différente, mais en tout cas pour moi, je vais parler pour moi plutôt, sous forme de périodisation en forme de bloc. C'est-à-dire que ma programme, ça va être tous les mois, et je vais avoir une périodisation, ce qu'on appelle linéaire, donc petit à petit. Je ne sais pas à quel point tu veux entrer dans les détails de la, Ah de non, la non, mais programmation. on y va, on rentre dans le. On y va, On y va. d'accord. Donc, je vais avoir mon volume qui va varier au fil des semaines. Donc, le but, ça va être de commencer haut, entre guillemets, ce qu'on appelle une phase d'accumulation. On va emmagasiner de la capacité de travail, emmagasiner du volume, donc ce qui peut se ressembler un peu plus à un programme peut-être de body. Donc, on aura des Ouais. fourchettes de répétition un peu plus hautes, même si on va garder les 3 mouvements et des exercices accessoires. Et petit à petit, on va se concentrer sur réduire le volume, augmenter l'intensité et être de plus en plus spécifique, puisqu'en compétition, en force athlétique, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même rappeler le principe. Le but, c'est qu'on a 3 tentatives pour chaque mouvement, qui sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre, pour faire la meilleure répétition possible, le plus haut total, avec notre 1 RM sur chaque mouvement. Pardon. Donc, en fait, ça sert à rien d'aller t'entraîner à faire des 12 répétitions si tu sais qu'à la fin, en compétition, tu vas devoir en faire qu'une, en fait. La force, c'est très spécifique. Si tu t'entraînes sur une fourchette de 12 répétitions, tu vas être fort sur ta fourchette de 12 répétitions. Après, sur une répétition, c'est un autre effort. Du coup, là où j'étais, c'est qu'au fur et à mesure de la prépa et de l'échéance, on va être de plus en plus spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'on va baisser le nombre de répétitions, on va augmenter l'intensité, donc augmenter la charge, tout simplement, et être de plus en plus spécifique. Donc, si vous aviez des variations, faut pas croire qu'un powerlifter fait que du squat 3 fois par semaine et que du bench 6 fois par semaine. Alors oui, on fait du bench 4, 5 fois, on a une fréquence un peu plus élevée, mais on a ce qu'on appelle des variations. Donc, on va pas faire un bench de compétition toute la semaine. On va avoir ce qu'on appelle du post-bench, donc avoir une variation, donc une pause un peu plus longue. On va avoir ce qu'on appelle d'autres variations qui permettent de travailler un petit peu en spécificité, mais de modifier légèrement le mouvement.
euh, pour éviter de trop se fatiguer, puisque le but, c'est d'arriver quand même à prévoir et à pas non plus se cramer. On n'est pas sur du 1RM, c'est un petit peu ce que les gens croient au début. Mais vous maxez tout le temps à toutes les séances? Non, en fait, non. Il y a des séances qui sont prévues pour maxer, des séances qui sont faites pour travailler un petit peu plus la technique ou build du volume, comme on dit. Donc, le but, c'est d'alterner un petit peu les variantes sur chaque mouvement pour pouvoir accomplir ces objectifs-là. Donc, on descend l'intensité. Et pour te donner un exemple, une séance typique, pour être un peu plus concret pour les gens, en début de bloc, ça pourrait être par exemple sur un jour de squat et bench. Donc, moi, j'aime bien combiner le squat et le bench ou le bench et le deadlift. Je pourrais avoir un 3x8 au tout début, tout début de la prépa, un 3x8 au squat et un 3x8 au bench. Et à la fin de la prépa, ça va être plutôt un 5x2 au squat et un 5x2 au bench. Donc, tu vois, on a inversé un petit peu. On a beaucoup plus de sets, mais beaucoup moins de répétitions. Donc, l'intensité va être plus élevée. On a quand même un certain volume qui permet d'être intéressant. Parce que si je viens à la séance et que je fais un 2x2 ou un 3x2, bon, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais voilà, c'est pour donner un petit temps et être un peu plus concret à quoi ça ressemble l'évolution de la programmation dans un programme de force. Et donc, à la fin, on a l'échéance. Donc, c'est le jour. Et de toute façon, on n'a que 9 répétitions à faire dans la journée. Donc, c'est plutôt la partie la plus facile, on va dire, le jour de la compétition. Mais du coup, te préparer seul, c'est pas trop compliqué? Parce que je sais qu'en musculation, c'est rare les gens qui sont en fait au haut niveau, par exemple sur scène, et qui font des podiums et même des compètes hein, qui gagnent, en gros, qui sont pas Ouais, coachés. Parce que tu auras toujours tendance à te dire, vas-y, je vais enlever plus de calories, je sèche pas assez vite, ou alors, ah, je suis plat alors que ouais, t'es rempli, donc je vais manger moins ou ouais. plus, tu vois. Bah, du Alors, coup, c'est pour la muscu. Mais... c'est difficile d'être objectif. C'est un des points faibles de se coacher seul. C'est difficile d'être objectif sur soi-même. Bien sûr, quand on a la tête dans le guidon, et surtout, c'est difficile de voir son entraînement en priorité quand on fait pas mal de choses à côté. Si en plus on doit faire son programme, et ben oui, c'est sûr que c'est compliqué. Après, je dis toujours, c'est une question de priorité. Où est-ce que tu places la musculation ou l'entraînement et ta compétition dans ta vie, en fait? Moi, justement, comme je t'ai dit au début, la force athlétique, mon objectif, ça n'a jamais été d'être champion de France, champion du monde. Donc effectivement, si toi, ton objectif, c'est de tourner ta vie en fonction de la musculation et que tout soit orienté ou optimisé dans ta vie pour la pratique, eh ben, prends un coach, fais un Ouais. taf qui ne te demande pas beaucoup d'énergie et mets ton entraînement en priorité et va à fond sur tes objectifs. Moi, c'est pas ça. Ce que je recherchais avant tout dans la force athlétique, c'est cette motivation en plus et c'est très, pour le coup, à l'inverse du bodybuilding, c'est pas du tout subjectif. En fait, il y a une barre, il y a un poids, il y a un total. Et en fait, le premier du deuxième, on sait très bien qui est qui. Il n'y a pas de personne qui vient juger ton mouvement. Alors, bien sûr, il y a les arbitres pour juger que ton mouvement il est conforme à la réglementation. Mais après, en fait, le mec, il a un meilleur bench que toi, il a un meilleur bench que toi. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Le chiffre, il est. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, comme dirait B2O. Donc, c'est un peu ça. Mais du coup, moi, ce que je vais chercher en compétition avant tout, c'est cet esprit de communauté. En fait, je vais à la compétition, c'est comme si je faisais mon mock meet, parce que tu pourrais très bien en fait faire ça dans ta salle, te dire je vais à cette échéance-là, et cette échéance-là, je max out sur tous mes lifts. Et ce qui change en compétition, bon, déjà, tu es plus safe, tu as des pareurs, mais c'est surtout en fait l'émulation collective que tu rencontres avec des gens. Parce que la force athlétique, mine de rien, on est un peu tous éparpillés un peu partout en France, mais quand on est dans notre fitness park un petit peu tout seul avec notre singlet et qu'on vient avec nos genouillères SBD, notre grosse ceinture, les gens ils nous regardent un petit peu chelou, quoi. Donc c'est difficile de se sentir, d'appartenir à cette communauté de powerlifting que tu vois pourtant partout sur Instagram. C'est ça qui est un peu paradoxal avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois les gens un peu partout, tu as l'impression que tout le monde fait du power, mais en réalité, quand tu es dans ton fitness park ou dans ton basic fit, il n'y a pas tant de monde que ça qui en fait. Donc c'est pour ça que je vais en compétition en fait. C'est pour retrouver tous ces gens-là au même endroit et passer un bon moment et m'éclater. Donc je me prends pas trop la tête avec oui, peut-être que c'est pas la meilleure optimisation, même si encore je pense que j'ai passé mon total, j'avais un total à 530 ou à 540 avant quand j'étais coaché et ça fait 2 ans que j'ai arrêté le coaching et là la compétition j'ai fait 630. Donc la progression elle est là. Donc c'est pas parce que vous vous coachez seul que vous allez automatiquement pas progresser. Après il faut s'intéresser et voilà être aussi avoir du recul, être aussi objectif sur sa préparation, faire des efforts. Bien sûr il y a rien de facile, mais c'est pour montrer aussi, j'essaye de montrer l'exemple moi, de dire que c'est pas impossible et que vous n'êtes pas obligé d'avoir un coach pour rentrer dans ce sport. Avant tout rentrez-y si vous avez envie, ça vous motive. La compétition, c'est pour la camaraderie. Et puis après, si vous voulez être champion de France, champion du monde, ou là où vous voulez que le power vous emmène, eh ben, je serai le premier à vous recommander de prendre un coach. Je pense juste que ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, surtout pour débuter. Et tu as fini combien du coup à la compétition que tu as faite là? Alors, c'est un peu particulier. J'ai fini premier,
Mais mon concurrent principal s'est pété l'adducteur à l'échauffement au soulevé de terre, donc il n'a pas pu faire sa barre. Donc en fait, tu ne peux pas valider ton total si tu n'as pas fait au moins une fois les 3 mouvements. Donc il n'était pas là. Après, c'était une petite compétition, donc on n'était pas beaucoup. Donc c'est pas parce que je suis arrivé premier que je vais commencer à dire ouais, super, super, super. C'est juste qu'on n'était pas beaucoup par catégorie. La salle était petite. Donc je suis arrivé premier, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que j'ai un gros niveau. Comparé à l'international, mon niveau est très, très, très humblement très, très éclaté au sol. Voilà. Et il y avait quoi du coup à gagner? Il y a un truc particulier? Mais, Alors, il y dans ce avait, compétition. et pour le coup, ils se sont vraiment craqués. Et là, big up à Noémie et Kevin, les propriétaires de la salle de la fac, en fait. Donc, Noémie, il faut savoir, elle est en équipe de France de powerlifting. Elle est championne du monde, championne d'Europe, championne de France des moins de 52 kilos. Et donc, elle a un petit peu. Donc, elle a un palmarès, hein, comme on dit. Et elle est sponsorisée par quelques marques. Donc, on n'est pas là pour les citer. Mais qui ont fait des gros, gros lots pour sa compétition. Et on est vraiment reparti pour te donner un ordre d'idée. Donc, avec un chèque cadeau chez une marque d'une valeur de plus de 125 euros, de cartes cadeaux, des pots de prot, des barres de céréales vraiment, des trucs de caféine, du matos, des petits goodies, des serviettes. Vraiment, j'ai jamais vu autant de lots à une compétition. Et donc vraiment, surtout à leur niveau, c'est la première fois que la salle, ils viennent de l'ouvrir, ils viennent de la créer. Ils l'ont inauguré le 30 avril pour te dire, et la première compétition, elle était le 8 mai. Donc ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment très, 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 très fort. Franchement, chapeau à eux. Et pour le coup, on est dans un sport où je pense que c'est un peu comme le body, les compétitions un petit peu comme ça, bon, tu as un peu de prot et tout. Bon, c'est un peu ce que je viens de dire, mais à leur niveau, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment super top. Ouais, là, tu m'as cité pas mal de trucs. Ouais. Il y a plus un pot de prod. Habituellement, c'est souvent effectivement un pot de prod, un peu de glutamine ou alors à la créatine et puis basta. Mais là, Ouais, non, non, là, c'est ma cool qu'ils aient valise, mis elle le était paquet. remplie. Ma valise, elle était Ap- remplie, franchement, je vais Après, pas te du mentir. coup, bon, c'est pas le truc qui te motive non plus à gagner la compétition, mais je trouve que c'est quand même cool, tu vois, Ah, de te dire, c'est grave bien. Ton mouvement, du coup, où t'es le plus fort, c'est lequel alors? soulevé de terre, de Soulevé loin. de terre? Ouais, pour se donner un petit peu un ordre d'idée, donc moi, je suis en moins de 93 kilos à 90. Donc, en fait, c'est juste que j'avais la flemme de côté du poids si je voulais vraiment être. Avant, je faisais compétition en moins de 83. Mais en fait, pour moi, s'il y a pas, vous n'avez pas vraiment d'enjeu ou de podium à faire, je recommande à personne de faire des water cuts puisque c'est horrible. Et avec la taille que je fais, donc 1m75, en vrai, ma vraie catégorie de prédilection, si je voulais vraiment performer, serait moins de 93. Mais bon, je suis à 90 kilos. Enfin, la compétition, j'étais à 90 kilos. Et j'ai fait 227,5 au squat, 132,5 au bench. Donc le bench, c'est vraiment pire mouvement de loin. Et 270 par contre au soulevé de terre. Un peu frustré puisque je l'avais déjà fait en entraînement plutôt facilement, le 270. Et en fait, j'ai une cale au pouce. On voit les résidus là qui a pété dès le début à ma première barre. Donc ça m'a empêché d'aller tenter les 280. Mais ce n'est que partie remise. Le soulevé de terre, tu le fais quoi, du coup, en tradi ou alors en En sumo. sumo? En sumo. Ok. Ouais. Ouais. Parce que d'ailleurs, j'en avais parlé dans le dernier podcast là, avec Ertoviak, du coup, bah, juste celui d'avant. Ouais. Le fameux débat du soulevé de terre tradi ou sumo. Alors, parce que bah, du coup, c'est plus le monde du coup, C'est un débat chez vous, c'est pas un débat chez nous. Nous, il n'y a ouais, pas de débat justement, là. ouais. C'est le monde c'est plus dans le monde du body, du coup, c'est Bumstead qui a lancé comme quoi c'était soi-disant de la Ouais, triche. Et du coup, ouais, ouais, j'ai vu ça. Ersoviac, les gens vont écouter le podcast hein, si jamais, mais en gros, comme quoi, si C'est ce ça qu'il c'est de a la dit, triche, tu Arthur. vois, ceux qui bench avec les bras limite Ah, au-dessus de la barre, oui, du coup, tu vois, c'est ça le truc c'est aussi. clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. En fait, à partir du moment où tout le monde peut le faire, je vois pas pourquoi ça peut être considéré de la triche. En fait, si tu veux faire un sumo, fais un sumo, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. Et puis, de toute façon, en fait, si c'est dans la règle, tu peux trouver. Après, on peut discuter si la règle est juste ou pas juste, surtout au C'est bench. ça. Autant sous le vétère, je trouve qu'il y a beaucoup moins de débats. Au bench, on peut vraiment en débattre. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un pontage extrême qui fait qu'ils ont quasiment zéro amplitude, en fait. Certaines personnes qui ont la flexibilité ou la mobilité thoracique. Donc là, on peut plus en discuter, mais pour moi, à partir du moment en fait, où c'est dans la règle, bah, il n'y a pas de tricheur. En fait c'est au lieu de. En anglais, on dit hate the game, not the player. Eh ben, c'est ça, en fait. Au lieu de rager sur le compétiteur, en fait, prends-en toi aux personnes qui font les règles, en fait. Puisque le compétiteur, il fait juste qu'appliquer la règle. Donc, Après, ça peut pour peut-être être moi, il n'y a pas de frustrant. débat, quoi. Ça peut-être être frustrant, tu vois, parce que j'étais vu sur Instagram, c'est Ouais, Pana, ouais, qui parlait du coup du soulevé de terre, et lui, il le fait en traditionnel, si je dis pas de bêtises, non, à ouais, 280. Et du coup, lui il ouais, il disait, est en bah, train de dire. si c'est de la triche, ça lui mettait en gros je pense un peu bah, ça l'énervait, mais on va dire ça comme ça, c'est le fait que lui, les 280, il les a en tradi, tu vois. Et des gens, du coup, ils Ouais. ont plus.
mais parce qu'eux, ils vont les chercher en sumo, tu vois. Et c'est peut-être pour ça aussi que. Parce que c'est un peu. C'est un peu. En compétition, du coup, tu peux faire soit tradi, soit sumo, et d'accord. Ouais, ouais, bien sûr. Il n'y a pas une catégorie spéciale où il y en a un qui fait du sumo et l'autre qui fait du tradi. C'est les deux, voilà. Mais du coup, c'est pour ça, ça peut peut-être mettre un peu la haine, parce qu'il y a un mec qui va peut-être aller faire du 300 en sumo, ça sera peut-être entre guillemets plus simple qu'un mec qui va le faire en traditionnel, ça sera peut-être que à 250, tu vois. Est-ce que Ouais, c'est ça? alors je sais pas exactement ce que Pana a dit, donc je peux pas parler pour lui. Mais en fait, si les gens pensent que c'est plus simple en sumo, qu'est-ce qui vous empêche de passer en sumo en fait? Tout le monde peut faire du sumo. C'est ça. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça le truc. Si tu penses être meilleur en sumo, passe en sumo, tu vois, en fait. Et puis, Pana, c'est un excellent exemple du fait que, en fait, le gars, il fait 66 kilos, il soulève 280 au soulevé de terre. Il y a des mecs qui boffent 65 kilos, ils soulèveront jamais 280 au soulevé de terre, en fait, que ce soit en sumo ou en tradi. Donc, C'est ça. Pana, pour moi, c'est l'exemple, c'est le meilleur exemple de, en fait, peu importe si c'est en tradi ou en sumo, il n'y a pas d'excuse, en fait. Si Pana, il peut faire 280 à 66 kilos en tradi, qu'est-ce que toi t'attends en fait? Si peut-être tu fais 105, 80 ou même 83 et tu rages devant un mec qui fait du sumo dans ta KT, en fait, juste regarde les gens ce qu'ils font en dessous de ta KT et voilà. Si tu veux vraiment te comparer, y a pas d'excuse. Pour moi, c'est un faux débat, c'est une fausse excuse. C'est juste des gens qui mettent pas l'intensité qu'il faut à la salle et qui sont frustrés de voir d'autres personnes avoir des meilleures perfs qu'eux. C'est tout ce que ça cache. C'est marrant parce qu'au final, c'est le même débat. Je pense que ça doit être pareil dans les strongman, ça doit être pareil dans, je sais pas moi, même à mon Ouais, avis, même dans un truc tout bête, mais même je pense dans les jeux d'échecs, tu vois, il y aura toujours le mec ouais, qui va dire ouais, mais lui, il a la génétique qui va, il est ouais. dopé, tu vois, alors que le truc, c'est juste se dire regarde ce qu'il mange, regarde à quelle intensité il met, regarde les heures de sommeil Ouais, qu'il fait. Enfin, il faut tout prendre en compte, tu vois. Les gens, ils ont vite tendance à dire ouais, il est ouais. fake natty. Ouais, c'est clair. Après, je suis pas non plus. J'avais eu ce débat-là dans un épisode du podcast, un mec qui était pro, genre, ouais, on s'en fiche que le mec il soit dopé, machin, génétique, machin et tout. Si tu mets les efforts, tu peux tout atteindre. Moi, je suis pas non plus le mec. Il faut être aussi réaliste avec soi-même, en fait. Moi, je suis tombé dans la force athlétique à 23 ans, 24 ans. C'est déjà tard, en fait. Je vais pas vous dire. En fait, ça viendrait jamais à l'idée des gens. Je sais pas ce qu'il y a avec la musculation ou un truc. Les gens ont l'impression que tout aussi est atteignable et tout faisable sans faire beaucoup d'efforts. En fait, un mec qui commence le foot ou le basket à 24 ans, jamais vous allez lui dire ouais tu pourrais aller en NBA ou au foot ou même de lui-même ça lui viendra pas à l'idée qu'il peut faire. Alors je suis pas là pour mettre non plus des limites et tout. Je pense vraiment que si vous mettez votre esprit dans une tâche, vous pouvez l'accomplir. Mais pour le sport en particulier, le sport de haut niveau de performance, c'est pas pour rien que les meilleurs commencent aussi très très tôt et aussi l'éthique de travail et la génétique. En fait, si vous voulez performer au niveau, il faut que tout soit combiné en fait. Et je ne vais pas plus vous dire, c'est pas grave, vous avez 40 ans, mettez-vous à la muscu, vous pouvez être champion de powerlifting, même si vous n'avez jamais rien fait, en fait. Non, en fait, il faut que tout soit combiné. Donc, même si, effectivement, si vous travaillez dur, même si vous n'avez pas la génétique, si vous avez la discipline et le travail, forcément, vous allez débloquer votre potentiel, à essayer d'atteindre vos limites, vous allez progresser, vous allez atteindre des niveaux que même vous ne soupçonnez pas qu'ils sont capables. Mais il faut aussi rester réaliste avec soi-même et les objectifs. En fait, demain, je vais pas commencer je sais pas, un truc absurde. J'en Les sais rien. anneaux. Les anneaux. Voilà, la gym, un truc comme ça, et dire ouais, dans 2 ans, je vais faire les JO. Non, en fait, il faut que l'objectif il soit réaliste, en fait. C'est clair. Il- mais je vais pas un petit peu être le gourou qui va vous dire ouais, peu importe, allez-y, discipline, motivation, travail, vous pouvez atteindre tout et n'importe quoi. Euh, Bien sûr que vous allez déplacer des montagnes et faire des trucs improbables que vous-même vous soupçonnez pas capable, mais restez réaliste, s'il vous plaît. Mais, bah ouais, mais c'est ça. Après, faut tout regarder. Les gens, ils ont vite tendance à dire le mec, tu vois, il est comme dit, il est dopé. Alors, certains, ils ont 35 Mm, ans. Tu vois, tu as 35 ans, tu t'entraînes à fond depuis que tu as 15 ans en muscu. Normalement, ton mm. physique, il est censé suivre, tu vois, que tu aies une bonne Ouais, génétique bien ou sûr. pas, tu vois. Donc, il faut tout prendre en compte. Il faut prendre l'âge, il faut prendre la détermination du mec, il faut prendre ses antécédents aussi beaucoup, tu vois. Bah, par exemple, pour prendre l'exemple de Bazinga, par exemple, De tu vois, ouf. il s'en est pris plein des critiques, mais le mec, comme dit, il a commencé la gym, il savait à peine marcher, tu vois. Ouais. Ouais. Tu vois, et je lui dira, Et c'est normal que tu deviens ouais, énorme, tu vois, en fait. c'est clair. Et pour le coup, pour avoir fait un podcast, alors je le connais pas personnellement, Bazinga, mais pour avoir juste parlé 1 heure avec lui sous podcast, en fait, il y a juste à voir ses stories. En fait, le mec, c'est une machine, c'est un robot. En fait, il filme tout ce qu'il fait. Donc, vous pouvez voir tout ce qu'il fait dans la journée. Est-ce que vous le voyez en boîte? Est-ce que vous le voyez se casser le dos au chantier? En fait, le mec, il est millimétré pour son entraînement et son business. Donc, au bout d'un moment, bien sûr que les résultats ils suivent. Mais le mec fait que ça, en fait. Donc,
les gens qui se plaignent ou qui ont des doutes sur lui ou quoi que ce soit, en fait, ayez le niveau de discipline qu'il a, essayez la même chose et voyez où ça peut vous emmener. Et quand vous verrez les résultats que ça va débloquer dans votre vie, et ben là, vous passerez moins de temps à critiquer les autres et plus de temps à fournir les mêmes efforts que cette personne-là fournit et vous verrez que vous atteindrez vos objectifs, en fait. C'est juste ça. C'est toujours de toute façon, les gens savent ce qu'il faut faire pour atteindre leurs Ouais. objectifs. Bah, bien Ça, sûr. Alors, c'est en fait, les gens tout qui le monde sont, sait ce qu'il faut faire. les gens qui sont proches de leur objectif ou qui ont compris, ils se posent plus les questions de toute façon. C'est souvent les gens C'est qui. clair. Ouais, c'est ça. C'est clair. Est-ce que tu penses que Bazinga, c'est le Elon Musk de la musculation? Non, C'est non, le gars, il est. non, 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 c'est Nassim, de la musculation. Ouais, Je pense. businessman parlant, c'est clair. Niveau business. Ou Thibaut InShape. Mais non, 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 Baz, Là, moi, je veux c'est un dire, tu sais, super, c'est un super exemple. la La mentalité qui mentalité. s'en rapproche, tu vois, là, c'est ça surtout. Un peu bosseur, Ouais, et en ouais, fait, il compte pas ses heures pour y arriver et tout, tu vois. ouais, ça c'est sûr. Après, je pense que Elon Musk, il a plus. Alors, Ouais, je dis Elon moi, Musk parce que ça Hugo pourrait être. Owona, 25 ans, qui connaît Elon Musk sur Twitter, pense que il a ce côté un petit peu. Après, il a dit lui-même un petit peu autiste, tu vois. Il est Asperger, je crois, qui fait que, en fait, le mec, il réfléchit différemment, tu vois. Pour moi, Baz, et encore une fois, je le connais pas tant que ça, c'est un robot, c'est un soldat, tu vois. Il a un plan et il l'exécute, tu vois. Alors que Elon Musk, il a ce côté. Je réfléchis pas comme les autres, qui fait qu'en fait, des trucs que toi, tu vas même pas voir qui sont possibles, lui, il va te trouver des solutions ou débloquer des problèmes que, en fait, toi, tu peux juste pas concevoir dans ton esprit, tu vois. Et ça, Ouais, ou c'est que tu trop peux, fort. ou que tu peux même pas payer. Euh, aussi, ouais. Aussi, ouais. C'est clair. C'est clair que Twitter a 44 milliards, faut les sortir, quoi. Ah, c'est chaud. T'as déjà amorcé le truc du coup, mais pourquoi t'as commencé du coup la force athlétique il n'y a pas si longtemps que ça au final alors? Il y a 2 ans, je crois. Ouais, 2 c'est ans et ça. demi, peut-être. Ouais. Avant, tu faisais quoi du coup? Tu faisais. Alors, j'ai fait pas mal de sports. Les sports que j'ai commencé, on va dire plus quand même. Donc, quand t'es petit, t'essayes un peu tous les trucs. Les sports où j'étais vraiment sérieux, plus c'est le rugby. J'en ai fait 1 an. Et après, j'ai commencé le basket pendant 3 4 ans. Et c'est là que j'ai découvert la musculation, donc pendant le rugby. En fait, au rugby, on y allait, on avait entraînement à 18 19 heures, et en fait, on se rendait compte que les seniors, enfin les adultes, moi j'étais en cadet, ou je sais plus c'est quoi, entre le cadet ou les moins de 20, un truc comme ça, eux, ils tapaient la muscu avant d'aller à l'entraînement. On se disait, putain, c'est quoi ça? Nous aussi, on aimerait bien être un peu musclé et tout, machin, comme ça. Donc, en fait, j'ai commencé la muscu comme ça. Et puis après, je me suis mis au basket. Et là, j'ai vite compris que, en fait, il allait falloir choisir. Parce que, en fait, j'allais taper les jambes. Donc, le lendemain, j'étais au basket, je ne pouvais pas courir. Et puis après, j'avais couru du basket. Donc, le lendemain, j'allais taper les jambes, j'étais mauvais. Et donc, en fait, t'es moyen partout. Donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, je faisais du basket en club. Je faisais du basket. Donc, j'étais en école de commerce. Donc, on avait aussi une équipe de basket là-bas. Et j'allais à la muscu aussi à côté. Donc, en fait, et avec les cours, j'ai vite compris que j'allais pas pouvoir continuer à tout faire. Donc, le basket en club a sauté, puisque en école de commerce, tu allais au basket, c'était moins sérieux. Et puis après, tu avais les soirées universitaires à côté, donc c'était un peu plus sympa que aller se faire chier en club et avoir les matchs le week-end. Donc ça convenait plus à mon lifestyle de l'époque, on va dire. La muscu est restée à côté. Et puis, petit à petit, avec les cours, en fait, le basket a sauté, la muscu est restée, puisque la muscu, c'était simple. J'allais à n'importe quelle heure, je mettais mon casque, je faisais ce que j'avais à faire et je revenais. Alors que le basket, bah, faut être là entre 18 et 19 heures. Tu fais l'entraînement, l'après-midi, enfin le soir, le week-end, il y a les matchs. C'est pas aussi flexible. Et donc la muscu est restée. Et donc j'ai continué à faire que de la muscu pendant quelques années. Et en fait, ce que je te disais au début, c'est qu'en fait, très très vite, le progrès était fulgurant, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai arrêté le basket, tout ça, j'ai pu me consacrer à fond sur la musculation. Et j'ai très très vite atteint. En fait, j'ai commencé la musculation parce que je pense comme beaucoup de mecs, t'as pas confiance en toi, tu veux plaire aux filles. J'étais un petit peu gros. Donc très très vite tout ça, une fois que je me suis concentré à la musculation à 100%, c'est là que j'ai commencé voir mon corps se transformer. Et très vite, j'ai atteint une espèce de palier où les efforts, alors très loin, très très loin de ma limite naturelle, tu vois, mais où il fallait commencer à optimiser même si en optimisant la diète, en optimisant les entraînements, en fait, de semaine en semaine, de mois en mois, tu voyais pas forcément les progrès. Même si tu progressais, quand tu te regardais dans le miroir, tu voyais pas aussi facilement les progrès qu'au début. Et puis je pense que tous les go muscu, en tout cas je vais parler pour moi, mais je pense que pour avoir parlé à pas mal de go muscu, on développe tout ça, cette espèce de body dysmorphie où on se voit plus trop réellement dans la glace comme on est pour de vrai, tu vois. Et donc je perdais un petit peu ma motivation. Et c'est là en fait que j'ai découvert la force athlétique. Et pour moi, ce style d'entraînement qui m'a totalement conquis, c'est qu'en fait de semaine en semaine, tu vois ta progression. Tu vois que au bench, là j'ai fait 5 x 6 à 100 kg, et la semaine d'après 5 x 6 à 102,5, tu vois. Donc là tu vois que tu as pris en force de semaine en semaine. Et cette progression, si vous faites les choses bien, elle s'arrête vraiment jamais. Alors,
pour ceux qui croient encore qu'on teste notre max, c'est pas une progression au max, c'est pas mon max squat c'est 140, la semaine d'après c'est 145 et puis après 150. Non, c'est pas comme ça. C'est en fait, tu vois ta progression sur des fourchettes de répétition. Et ça, pour moi, c'était vraiment motivant et c'est ça qui m'a fait basculer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis à 6-7 ans de musculation et 2 ans et demi de power. Et c'est ça maintenant qui me fait me motiver, même si les phases de préparation en compétition sont très éreintantes, surtout en fin de préparation de compétition où tu as tout sauf envie. En fait, j'ai cette appréhension en power quand je sais que je vais vraiment bosser sur du lourd. J'en parlais aussi avec des mecs à la salle, tu as cette angoisse. Tu sais que là, tu vas mourir sous la barre littéralement et tu n'as pas envie d'y aller. Et j'ai jamais ressenti ça avec une séance de body. Je sais que bon, là, j'ai mon 4x12 aux épaules. Je sais que l'effort que je vais fournir, il ne va pas me mettre en PLS, tu vois. Vraiment, la force athlétique, j'avais cette angoisse. Il y a vraiment en fin de prépa, tu as cette angoisse d'aller à la salle. Tu sais que tu vas clamser, quoi. Donc, parfois, c'est difficile aussi de rester. Enfin, forcément, tu as la discipline qui te pousse à continuer, mais la motivation aussi, c'est difficile. Des fois, tu te dis pourquoi je fais ce sport, ça me rapporte rien. Je suis là en train de mourir, de me péter les articulations pour aller chercher une performance qui, de toute façon, me rapportera qu'un peu de prot. Donc, j'ai ce besoin aussi en ce moment, et je te parle de ça parce que c'est récent, je viens de finir une compétition, d'aller voir autre chose, surtout en fin de prépa de compétition. Moi, je m'entraîne dans une salle d'haltérophilie. Donc, c'est pas exclu que quand je reviens à la salle, essayer un petit peu l'haltérophilie aussi à côté ou d'autres choses, être dans une phase un peu plus body pour la saison off, même si je pense que je reviendrai à la FA très très vite, ça n'a aucun doute. Parce que du coup, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tu fais des pauses. Souvent, en fait, une fois que tu as fait une compète, tu fais une bonne Souvent, pause. alors, ouais, c'est ça. En fait, nous, Ok. on a la phase de préparation pour la compétition qui dure X temps en fonction de toi, ta programmation. Et puis, on a ce qu'on appelle la off-season ou la saison off, un peu comme en bodybuilding, où là, pour le coup, on va se focus sur créer de la masse musculaire. Puisque, Ok. comme un ultimatum, c'est quand même ça qui va driver tes progrès en force, même si la force, ça dépend de ton volume, de ta masse musculaire aussi, de ton nerveux. Mais toutes choses égales par ailleurs, plus grosse masse musculaire, plus de force. Voilà. Donc, la saison off, en général, c'est là où on se focus sur faire du muscle. Donc, tu peux l'appeler, nous on l'appelle saison off, d'autres vont l'appeler power building ou même phase de body carrément. Hein. C'est pas exclu de t'éloigner vraiment des trois mouvements, d'être beaucoup moins spécifique et de construire pendant X temps, de dire que là, bon, bah, je vais faire de la viande, comme on dit, je vais faire du muscle et je vais me focus un peu plus en mode body. Et donc, en vrai, c'est ce que je fais souvent après une compétition. Je prends des haltères, il y en a marre de la barre, tu développes un petit peu de Une PTSD allergie. de la barre. Donc, dans la barre, tu ne veux plus voir une barre de ta live, donc tu chopes des haltères et tu fais du gros 5x5 à 100 kg aux haltères, et ça fait kiffer aussi. On est des go muscu avant tout, avant d'être des porcs. Pour moi, on est des go muscu, et moi, il n'y a rien de plus qui me fait kiffer aussi que de faire une grosse séance de go muscu, de gros bros, et d'envoyer aux haltères. Ça fait kiffer aussi, quoi. Mais du coup, une séance plus axée muscu, ça ressemble à quoi alors quand tu fais quand tu fais du Alors, power? pour moi, typiquement, une séance axée muscu, donc je vais faire du bench en premier, toujours envoyer les trois mouvements, enfin, toujours envoyer votre priorité au début de la séance. Je pense qu'au body, c'est pareil. Si tu sens que tu as un retard épaule, retard pec, et ben en fait, si tes pecs et tes épaules, c'est ta fin de séance, c'est pas optimum, quoi. Donc, toujours envoyer ta priorité au début. Donc, pour moi, ça va être un des trois mouvements. Si on passe sur une séance haut du corps, ça va être du bench. Typiquement, je vais faire mon bench au début. Et puis après, ça va être en fonction de soit ce que j'ai envie de faire, soit ce que sur le physique, le point de retard que je vois que j'ai envie d'améliorer. Donc, imaginons que je me dis, ouais, là, mes épaules, elles sont un petit peu en retard. Et ben, je vais envoyer peut-être un petit peu de développer épaules aux haltères. Et puis après, je vais faire des Ok. élévations latérales. Et puis après, j'aime bien faire aussi un petit peu. Je suis plus de l'école augmenter la fréquence plutôt que d'avoir donc essayer de faire chaque partie du corps au moins 2 3 voire même 4 fois dans la semaine, quitte à avoir un volume un petit peu plus bas par séance, mais je préfère avoir une fréquence très élevée, donc travailler peut-être souvent en full body très souvent. Donc même si j'ai envie de prioriser mes épaules, je vais quand même avoir un exercice de dos et un exercice de bras, parce que pour moi la fréquence c'est quand même ce qui en tout cas pour moi marche le plus sur moi. Donc je vais faire une séance full body mais axée euh, sur la partie du corps que j'ai envie de développer sur le moment. Ah, parce Enfin, qu'en je sais pas fait, si c'est très clair et concis. ouais, Tu me ouais, dis non, si. en fait, t'as aussi un objectif d'avoir un physique quand même harmonieux au Bien final. sûr. Ah, Ouais, bien c'est sûr. ça, Il faut voilà, c'est casser ce, ça. il faut, il Ouais, faut bah, casser en ce même mythe du temps, power qui tape sa Heineken avant la compétition et son jambon beurre et tout. Alors, je pense que c'était vrai pour certains, l'ancienne génération, mais pour les nouveaux, il n'y a qu'à regarder les physiques des mecs qui performent en powerlifting de toute façon. Je ne vous parle pas des mecs qui performent sur Instagram. Je vous parle des mecs qui performent en compétition. C'est-à-dire des mecs qui sont.
n'y a pas un pet de gras, en fait. Si tu C'est regardes vrai. les mecs qui sont en 66, 74, 83, même 93, même 105, les mecs, c'est des stromons. Les mecs, c'est des monstres. Il n'y a pas un pet de gras. Donc, il faut casser un petit peu ce stéréotype du bodybuilder, enfin, du power qui, en fait, fait du powerlifting parce qu'il ne veut pas suivre une diète. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À haut niveau, c'est pas vrai du tout. Bien sûr qu'il y en a, mais à haut niveau, c'est pas vrai du tout. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, déjà, tu suis une diète et puis tu essaies d'avoir un physique harmonieux. Mais après, je pense aussi, c'est Bien euh, sûr. prévention de blessures. Si tu as les épaules trop faibles, automatiquement, bah, sur un bench, tu Ouais, vas être moins bon. Donc, en fait, c'est bien sûr. d'un côté, t'as l'harmonie du corps pour avoir un physique quand même. Si tu as des épaules, t'as pas d'épaules et que tu as juste des longs bras ou tout, c'est un peu bizarre. Mais c'est ça aussi. Et puis, Ouais, surtout pour bien sûr. prévenir des blessures, quoi. Bien sûr. Et puis ça, mais après ça, c'est personnel, tu vois. Il y a des mecs qui vont se dire, moi, je m'en fous. Ouais, Les exercices accessoires, ça me fait chier. Je veux juste progresser au bench, au squat et au soulevé de terre. Ben, je vais faire que ça. Et ça marche. Tu peux progresser en force comme ça. Et après, tu as d'autres gens qui aussi veulent progresser en force, mais aussi garder un physique harmonieux. Après, tu as le physique de ton sport. Forcément, s'il y a des périodes de l'année où je me focus que sur le squat, le bench et le soulevé de terre et que j'ai beaucoup moins de volume, bah forcément, je vais pas être aussi galbé et aussi sec que si j'étais en full mode body et que j'avais un petit peu de cardio en plus à côté, tu vois. Donc, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre priorité et où vous voulez et où vous êtes prêt à mettre le curseur et les sacrifices que vous êtes prêt à faire, en fait. Donc, si vous voulez être fort, mais être aussi full, enfin, full découpé, abdos, mais aussi avoir un lifestyle à côté, sortir et aussi charbonner dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, en fait, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on a tous 24 heures, on est tous humains, on peut pas tout faire. Donc, il faut mettre le curseur et accepter de faire des sacrifices où vous êtes prêt à les faire. c'est ça. Tu penses du coup que le power c'est mieux vu en France que la musculation? Enfin, est-ce que tu penses tu sais, il y a plus ce truc de. C'est ce que tu disais en fait, c'est que la muscu c'est subjectif, c'est juste des mecs au final qui montent leur corps et tout, et le power c'est vraiment effectivement, tu peux pas tricher quoi. Alors, Tu passes ta est-ce qu'on barre, parle, tu la. est-ce qu'on parle de la muscu ou est-ce qu'on parle du body? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est vrai. Ben, ouais, c'est vrai qu'en France, on a vite tendance à relier, bah, tu vois, même moi, au final, la musculation au bodybuilding. C'est vrai, au final, hein. Non, mais c'est vrai, tu vois, tu dis tout de suite, t'es à la salle, tu commences un peu à te la donner un peu, tu vois, vraiment sur tes Mm, mouvements et tout. Même quand tu commences à faire des triceps et que tu t'en chies sur tes triceps, ouais. déjà, la plupart des gens, ils te regardent bizarre, tu vois. Le mec qui fait des triceps, il Mm, crie, tu vois. Enfin, il ouais, a mal, c'est ouais, bizarre, tu vois. ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça, en fait. Est-ce qu'il y a, comment dire, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est mieux vu de faire du power et du coup d'être sur une barre et de se retrouver à crier parce que c'est normal, le Mm, mec fait du power, mm. plutôt que par exemple à la salle, tu vois, Alors, de se déjà, muscu, je par exemple. pense que être power, c'est même pas que c'est mieux vu ou mal vu, c'est que c'est pas vu du tout. Les gens, ça, tu dis je fais du powerlifting ou de la force athlétique, personne ne comprend ce que tu fais. Même mes parents, mes potes aujourd'hui, si je leur dis j'ai eu une compétition de force athlétique ou de powerlifting, ils pensent que j'étais en slip à faire du body, tu vois. C'est à ce point-là que Ok. le sport est méconnu. Dans notre niche de la muscu et des gens qui sont un petit peu hardcore, ça commence à se développer, c'est connu. Dans le reste du monde, c'est-à-dire 99,9% des gens, euh, personne ne sait ce que c'est la force athlétique ou le powerlifting, tu vois. Donc de dire que c'est mieux vu ou mal vu, c'est plus dans notre prisme, dans notre niche à nous, que dans la tête des gens normaux. Dans les gens normaux, tu leur dis je fais du body, ils savent à peu près, tu sais, ils voient Arnold, les trucs comme ça, et ils ont déjà vu un petit peu, ils pensent direct les mecs qui font Olympia et tout. Alors tu dis non, il y a plusieurs catégories et tout. Donc, déjà là, tu les as perdus, tu vois. Alors si en plus tu dis powerlifting, alors là, c'est fini. Les gens, ils nagent ils savent pas de quoi tu parles. Peut-être ils pensent que c'est de l'haltéro, tu vois, parce qu'ils ont un peu vu ça au JO. Mais alors, tu as perdu tout le monde. Donc, avant de dire que ce soit mal vu ou mieux vu, je pense qu'il faut que ce soit vu déjà tout court. C'est Alors ça. après, dans notre niche à nous, des gens qui vont à la musculation, je pense que c'est important de différencier body et muscu parce que tu as plein de mecs qui vont à la muscu et qui vont se la donner, mais pour autant, qui vont pas s'identifier en tant que body. Tu vois, je pense qu'il y a plein de mecs qui vont avoir cette intensité-là et qui vont aller à la muscu 5 fois par semaine et tu leur dis, mais est-ce que tu t'identifies comme bodybuilder? Ils vont se dire, ah non, 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 moi je fais pas de la compétition, je suis pas un bodybuilder. Ah oui, Alors c'est qu'en ça. vrai, Ouais. moi je suis d'accord avec toi aussi, à partir du moment où tu es sérieux à la muscu et que tu vas à la muscu plus pour euh, Ta santé, enfin ta santé je veux être aussi. en Ouais, santé, c'est ça. tu vois, je veux, quand tu es dans l'optimisation de ton corps, quand tu es là à te regarder, même si tu fais pas de show, hein, tu es là à te dire, ah, j'aimerais bien un peu plus d'épaules, un peu plus de pecs et tout, pour moi, tu es un bodybuilder. Parce que la définition du mot, c'est le mec qui construit son corps. Donc quand tu es dans cette optique-là, pour moi, tu es un bodybuilder. Mais je pense que il y a cette côté un petit peu compétition qui fait que les gens vont pas s'identifier à ce mot directement. Donc après, est-ce qu'il y en a un qui est plus ou moins mal vu? Euh,
Je sais pas. Je pense que tu vois, même, je pense que le powerlifter est peut-être mal vu. Je sais pas si ça te surprend que je dis ça, dans le sens où c'est pas accepté dans toutes les salles. Tu arrives avec ta magnésie, il y a des gens qui vont te dire qu'est-ce que tu fais? On va te dire retire la descente au soulevé de terre, sinon tu peux pas. On va te regarder mal effectivement quand tu cries ou quand tu te mets une claque avant ton mouvement et tout. Si tu sors de l'ammoniaque, je t'en parle même pas. On va te dire ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la coke. Le mec il se dope. On en est là. Non mais on en est là, hein. Ouais, c'est ça. Et Donc puis si t'arrives avec l'ensemble, tu sais, genre en mode le salopette, et singlet, alors là, ah non, laisse mais moi, tomber. la première fois que. Alors, déjà, c'est un singlet, déjà, tu m'offenses quand tu dis salopette, tu vois. Non! Je rigole. T'inquiète pas. Ah, mais oui, moi, la première fois que je suis arrivé en fitness park avec mon singlet, les gens me regardaient chelou. Donc, je te dirais même, tu vois, que même au sein de la salle de musculation, le powerlifter est peut-être un petit peu plus mal vu que le mec en stringer Gold's Gym, tu vois. Au moins, le mec en stringer Gold's Gym, on se demande pas pourquoi il est là. On se dit, ouais, lui, il est un petit peu bizarre dans son coin, mais on sait pourquoi il est là. Le mec en singlet, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, en fait, celui-là, à se mettre des claques de magnésie, tu vois. C'est clair. Là, en plus, tu salis tous les bars, tu salis tous les poids. Quand Euh, t'es passé, on sait que t'es hmm. là, tu vois. Après, c'est. Ouais, on sait que t'es passé. En plus, t'en fous partout, tu t'étales, le mec, il a un sac, il en fout partout dans la salle et tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est Mais vrai qu'on abuse parfois. ça me rassure parce qu'au final, c'est le même, entre guillemets, fléau des patrons de salle que le gars qui arrive à la salle qui a son gym pin. Tu vois ce que c'est, tu sais, le truc pour ajouter du poids sur les machines, là? C'est un peu le même Ouais. fléau que ça, tu vois. Il y a des. Bah, moi, je connais des gens, du coup, qui ont été interdits de salle à vie, enfin, de la Ah chaîne, ouais, en tout cas, ou de la carrément. salle d'elle-même, parce que le patron, il voulait pas, tu vois. Tu mets, Ah tu ouais. mets, tu mets plus de poids que ce que la machine peut supporter, ouais, mais de base, la machine, elle est faite pour supporter plus. Sinon, le câble, il aurait déjà pété depuis longtemps, tu vois. Ouais, Et du je coup, bah, comprends. ça peut être frustrant, tu vois. Quand tu peux te déplacer comme tu veux, vivre où tu veux dans une salle, ça va, mais quand tu peux pas, c'est un peu frustrant. Mais du coup, ouais, C'est c'est c'est- plutôt comme ça. c'est pour ça que moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, à la réouverture des salles, et j'encourage aussi les gens un maximum à, franchement, allez dans des salles associatives. Si vous avez la chance d'avoir une salle associative à côté de chez vous, pas trop loin, parce que je sais que c'est pas forcément accessible pour tout le monde, mais souvent on a un peu de mal, on se dit ouais, ça va être plus cher et tout. C'est même pas plus cher, c'est moins Non, cher souvent. Et là, vous aurez des gens qui vous ressemblent, des gens qui se disent bonjour quand ils vont à la salle et qui s'entraînent dur. Et là, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Et oui, ce sera pas le dernier matos, ce sera peut-être un peu usé, ce sera pas les meilleurs bars, ce sera pas les meilleurs machins, les meilleures machines, il y aura peut-être pas tout. Mais croyez-moi, et je pense que vous le savez si vous avez été dans des fitness parks ou même pas fitness parks, dans les salles commerciales depuis assez longtemps, ce qui fait la différence et ce qui va vous faire que le matin, vous avez envie de vous lever pour aller à la salle et que vous n'allez pas skip l'entraînement, vous n'allez pas vous poser des problèmes de discipline ou de motivation, c'est l'atmosphère. Si vous arrivez dans votre salle et vous savez que vous êtes bien, et ben vous ne vous poserez pas la question de se dire oh, j'ai la flemme d'aller à la salle. Non, en fait, puisque ce sera votre sanctuaire, ce sera votre repère, ce sera là où vous vous sentez bien. Donc, c'est pas grave si les haltères ils vont qu'à 40 kilos, c'est pas grave si c'est pas la dernière barre et l'écho, parce que les power, je les vois et les mecs ils sont de plus en plus en mode ah non, moi je veux mon poids calibré, je veux ma barre, je veux mon combo rack, je veux que tout soit parfait. Les mecs, privilégiez l'atmosphère et quand vous êtes bien et que vous vous sentez bien, c'est là que vous allez faire les meilleurs progrès. Plutôt que dans un endroit pourri où vous vous entendez mal avec le patron, vous embrouillez avec tout le monde, mais ils ont la dernière barre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je pense pas. Ouais, après, si ton objectif, effectivement, c'est de progresser et que tu sais que tu es dans une salle où tu te la donnes vraiment sous la barre et que sans le vouloir, parce qu'au final, moi, par exemple, par exemple, je fais du, tu vois, le squat pendule, ce que c'est? Enfin, le squat, en gros, Ouais. tu sais, la machine et tout. Vous en C'est un avez une machine à exercice. ta salle? Hein? Il y a une Ouais, machine comme ça à ta salle? C'est déjà, pas j'ai un partout, hein? squat pendule dans ma salle, c'est assez fou, tu vois. Un bel squat, enfin bref, j'ai Ouais. pas mal de trucs, mais dans une des Tu salles. t'entraînes où? Hein? Moi, je suis sur Tu t'en- Strasbourg, moi. D'accord. Sur Strasbourg, ouais. En fait, si tu vois, j'ai trois salles de la même enseigne sur 30 km, donc du coup, je change un peu de temps en temps, tu vois. Mais, Ok. ça peut être parfois être limite, ça dépend les gens. Mais si dans une salle où tu sais que tu te la donnes et que ça peut t'arriver de crier, parce que des fois, ça sort tout seul, tu vois. Moi, je veux dire, t'es en train d'en Hmm. chier, tu fais pas exprès de te dire, vas-y, là, je vais gueuler, tu vois. Et Ouais. que, et que quand t'as fini, tu reposes ton truc et que t'as 5 personnes autour de toi, on te regarde, genre en mode, Ouais. là, tu sais que t'es pas dans la bonne Ouais. salle, tu vois. Enfin, si Ouais, ton c'est objectif, clair. c'est de faire ça, tu vois. Et Ouais, que les c'est gens se clair. mettent à te regarder, c'est que t'es pas forcément dans la bonne salle. Mais après, est-ce que tu peux te permettre aussi d'être où tu veux, tu vois? C'est ça la question à se poser. Malheureusement, tu peux Comme pas j'ai toujours. dit, c'est Mm. pour ça que j'ai dit au début, si vous pouvez vous le permettre, si c'est accessible. Alors, c'est sûr que si vous devez faire 1 heure aller, 1 heure retour, en fait, non, faites pas parce que bon, au bout d'un moment, ça va vous saouler, quoi. Mais si c'est accessible, pas trop loin de chez vous, ou c'est peut-être 5 minutes de plus de voiture, faites l'effort. Vraiment, je pense que vous le regretterez pas. Je pense c'est ça, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Après, tu as la salle qui est super bien équipée, mais où tu es ultra mal vu si t'en chies. Et la salle qui est. Après, faut pas non plus qu'elle soit éclatée, hein, si tu as juste un banc, enfin, tu vois. Oui, Et qui oui, est c'est clair. C'est qui clair. est un peu moins équipée.
mais où derrière, tu peux vraiment te la donner, ouais, faut réfléchir, ouais. 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 Souvent, c'est moins cher. Associatif, moi, j'en avais une où je vivais avant, c'était 80 balles à l'année, hein. Ah ouais, c'est Tu ridicule. payais, tu payais C'est 80 balles, ridicule. c'est bon, C'est t'avais 3 ton mois de compte pour Fitness l'année. Park. Hein? C'est juste les frais d'inscription de Fitness Park. Ouais, Ouais, non mais. c'est ça. Et ouais, c'est ça. Et puis des fois, Fitness Park, tu te demandes où l'argent que tu mets, il va, tu vois. Quand tu vois certaines Ah, bonne machines. question. Hmm. Quand tu vois qu'il n'y a pas de toilette, l'entretien et tout, là, un truc elle est cassé depuis 4 mois. C'est vrai. On va pas polémiquer là-dessus, on sait jamais. Mais au niveau du coup, au niveau de ta diète, ça ressemble à quoi à peu près c'est particulier, ouais. Tu fais gaffe quand Alors, même? je vais te faire Voilà. une journée. Je peux te faire une journée type, si Ouais, tu pourquoi veux. pas, De toute vas-y. façon, petit déj, je mange toujours. Alors, je compte pas mes calories. En fait, je l'ai fait pendant un moment et j'essaie toujours d'atteindre mon taux de protéines qu'il me faut. Donc, 2 grammes de prot par kilo de poids de corps, bien sûr, comme tout le monde sait. Et après, le reste, je comble avec des glucides et des lipides en priorisant les glucides parce que c'est ça qui nous apporte l'énergie pour l'entraînement. Et en tant que power, quand tu as des séances interminables, tu veux avoir tes stocks de glycogène bien remplis. Mais typiquement, donc sans compter mes calories, je mange un petit peu quasiment tout le temps la même chose. Donc en vrai, ça change pas grand-chose. Comme tu dis, il faut faire faut pouvoir. Pardon. La simplicité est roi sur la nutrition. Pour moi, plus vous pouvez simplifier Ouais. les choses. Alors ça peut être un peu rébarbatif de manger tout le temps la même chose, mais plus ce sera plus simple pour vous d'atteindre vos objectifs. Donc un petit déj type pour moi, c'est 3 œufs, une tranche de blanc de dinde, un bol de flocons d'avoine avec un kiwi dedans et un petit peu de purée de noisettes et de sirop d'agave pour le goût, pour que ce soit bon et avoir des bons lipides. Ça, c'est le petit déj que je mange tous les matins. Donc ça reste plutôt clean, tu vois. Pour un power, on n'envoie pas les Kellogg's, tu vois. Le midi, souvent, riz poulet avec n'importe quel légume que je trouve. Donc en général, ça peut être mes préférés, c'est des brocolis. Sinon, ça peut être de la ratatouille. Et le soir, en vrai, pareil, ça va être du riz avec soit un peu de maquereau ou thon parce que c'est simple à faire, ou du riz, du poulet ou un steak en fonction de ce que j'ai. Et pareil, source de légumes au choix. Je privilégie les légumes verts parce que c'est ce que j'aime, mais je suis pas contre aussi la ratatouille, c'est bien, ça se mélange bien avec le riz. Tu as pas mal de légumes différents et ça fait un petit peu ça fait un petit peu une sauce sans avoir besoin de rajouter de sauce, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il y a un shaker par-ci par-là, ou une banane par-ci par-là, ou une barre de prot par-ci par-là pour le snack, mais c'est à peu près tout. Donc ça Ouais, reste assez clean, tu vois. c'est ça. Au final, c'est une diète de bodybuilder en fait. Ouais, Ça ouais. pourrait clairement être une diète de ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, on est loin. Parce que j'ai l'impression qu'on a vite tendance du coup, je sais pas ce que t'en penses, que t'es dedans, mais de se dire le power, c'est un peu comme les strongman, tu vois. Ils vont manger le maximum de Non, trucs qu'ils peuvent trouver, le gros ventre. C'est un peu non. ça ou pas? Alors, non, je pense que la plupart des gens sont très carrés la semaine. Oui. Mais Non, mais par ça faire la contre, en différence. fait, Tu penses, les gens savent faire, comprennent, tu vois, cette différence ou pas? Tu vois, entre se non, disant, non, il y a encore, je pense qu'il y a encore ce mythe, mais il y a encore ce mythe. Les gens pensent que tu fais du peur parce que tu veux pas tenir une diète. Mais après, une fois que tu es dans le power, tu te rends compte que tout le monde tient mais plus bien ou moins sûr. une diète. Mais je pense que le power, en fait, inconsciemment, même nous, et je suis le premier, en fait, ça m'arrive de faire des putains d'écarts de bâtard, de faire des dingueries. Là, je fais genre, je suis le mec diète, mais parfois, je peux me taper 2 pots de Ben Jerry en un après-midi. Tu vois. Et je pense que en se disant, je fais du power, donc mon physique compte moins, tant que je suis dans mon poids, dans ma caté, Ah, c'est ça. je vais me pardonner un peu plus mes écarts, tu vois. Et effectivement, il y a des gros écarts, mais pas parce que tu es un power, parce que tu es juste un homme qui fait 93 kilos. Donc, quand tu fais des écarts et que tu manges, c'est des quantités de nourriture énormes, tu vois. Mais je pense que le fait que tu fasses du power, alors après, je peux parler pour moi. Parfois, quand je m'autorise un écart, fait que je me dis, ouais, c'est pas si grave que ça parce que je ne dois pas me mettre Ouais. mon physique, je ne dois pas me mettre torse nu devant une scène dans 3 mois, tu vois. Juste, il faut que je sois au poids et je suis plutôt large dans ma caté, donc je vais plus facilement me pardonner un écart, même si pour moi, c'est pas juste un écart, c'est juste le style de diète que j'ai choisi. C'est la diète qui me convient et je me vois pas vivre ma vie en mode zéro écart et tout. Je suis quelqu'un qui est très sucré, donc c'est difficile d'incorporer du sucre de manière saine dans une diète, tu vois. Alors après, c'est plus du tout un kiff, c'est des trucs faux sucre, stevia, de ça et tout. Bon. Ça a ses avantages, mais c'est pas non plus, ça va pas me remplacer mon pot de Ben Jerry, quoi. Donc après, c'est toujours pareil. Je reviens à la même chose, mais quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour atteindre vos objectifs? Enfin, c'est toujours pareil. Moi, je sais que pour le style de vie que j'ai envie de vivre, il faut que de temps en temps j'ai des petits écarts, il faut que de temps en temps je puisse aller au resto avec mes potes et je veux pas être le mec chiant qui dit ah non, je prends ci, je prends ça et tout, machin et tout. Non, si je veux un resto, je veux vraiment un resto et je mange ce que j'ai envie de manger. Mais après, ça va pas forcément être
c'est flexible en fait. Ça peut être, C'est ça ça. peut être strict pendant une période de ma vie et ça peut être un peu plus lâche pendant une autre période. Ça peut être 3 mois strict parce que je sais que j'ai la compétition. Donc par exemple, là j'ai la compétition, j'ai arrêté de boire et j'ai arrêté les gros excès. Mais je sais que c'est pendant une période. Et pour moi, c'est plus tenable comme ça en se disant, bah là, il y a une échéance, à telle période, c'est fini. Mais après, il faut se contrôler aussi. Et les 2 jours qui ont suivi, donc là, on est à 3 jours post-compétition. Au début, j'allais binger n'importe quoi, j'allais McDo, j'allais envoyer tout. Et là, tu vois, on est 2 jours, 2, 3 jours après, j'ai déjà repris l'entraînement. Et hier, j'ai mangé aubergine, riz, macro, tu vois. Je suis pas non plus, je suis pas. Donc, Ouais, je pense qu'il y a plus. Après, ça vient avec l'expérience. Tu es beaucoup moins dans les écarts. Donc, tu es beaucoup moins strict envers toi-même sur la diète. Et tu es beaucoup plus. Mais tu es beaucoup moins aussi abusif dans les écarts aussi. c'est Il ça. faut essayer de garder d'être le plus neutre possible, en fait. Je pense que, mais ça vient avec, je pense, l'âge et la pratique et l'expérience. Bah, c'est ça, tu vois. Moi, par exemple, pour être coach, du coup, et dans mes coachings, généralement, tu vois, j'impose pas forcément de diète, tu vois. Tu as un certain nombre de macros à respecter. Et au final, Ouais. tu te rends compte que, bah, que ce soit pour le power, du coup, bah, pas pour moi, parce que c'est parce que je coach et j'en fais pas, mais tu vois, ou la musculation, en tous les cas, un sport, en tout cas, où tu as besoin t'as besoin de ton. Mais même au final, le foot, peu importe, tu as besoin de ton énergie pour performer. Tu peux, bah, imaginons, pendant une semaine manger de la merde, tu vois. Mais tu vas te rendre compte qu'au final, tu seras Ouais, moins bon sur la digestion, moins bon sommeil, moins bonne c'est performance. clair. Au final, Ouais. tu vas forcément revenir aux bases, ton riz, ton machin. Alors, ça va arriver que, par exemple, dans la semaine, imaginons, je sais pas moi, je prends l'exemple d'un sneakers, que j'ai déjà fait dans un podcast, mais tu as un sneakers, tu vois, mais si ça rentre dans ta diète et que tu le digères, c'est toujours mieux que de se manger ça, que ça pendant une semaine, tu vois. Donc, c'est ce Mm. que je dis souvent, c'est que j'impose pas d'aliments non plus parce que je trouve, enfin, tu vois, tout le monde n'aime pas la même chose et tout. Ouais. Ah non, je crois que t'avais bugué, excuse-moi. Non, Et non. au final tu te rends compte que si vraiment tu veux maximiser tes chances bah, de te développer physiquement ou de performer à l'entraînement, si tu manges que de la merde, au bout d'un moment, bah, ça va se stopper, tu vois. Tu vas te dire tu vas te remettre en question et automatiquement, ce sera la bouffe, tu vois. Donc au C'est final, clair. Et comme tu l'as dit, c'est un cercle vertueux et un cercle vicieux. C'est que si vous mangez mal, après tu vas te sentir mal, tes performances vont baisser, tu vas moins récupérer et tout. Alors que pendant une semaine, vous mangez super clean, tu le sens, t'es plus alerte, t'es plus focus, tu performes mieux, tu te sens mieux. C'est un cercle vertueux, tu as envie de continuer à faire des choses qui te font du bien. Donc, comme tu dis, ouais, c'est la clé, hein. c'est ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est un peu pour tous les sports, hein. Habituellement, un footballeur qui performe, je prends l'exemple parce que tout le monde connaît le foot, tu vois. Je pense qu'un football. Après, il y en a certains qui doivent réussir à manger de la merde quand même, tu vois. Mais est-ce qu'ils sont aussi Mm. bons qu'un Cristiano Ronaldo, par exemple, tu vois? Je veux dire, c'est Ouais, ça c'est aussi, tu clair. vois. C'est la même chose. C'est Si clair tu que veux tu être le meilleur. n'optimises pas ton potentiel si tu fais pas les efforts là-dessus. De toute façon, on a qu'à le voir, hein. Bon, je suis pas très foot, mais pour rester dans le foot et tout, en Moi ce non moment, plus. Neymar, qui physiquement, quand il est revenu gros et tout, machin et tout, il était pas aussi performant. Je suis un peu plus le basket, pareil, James Harden, même si là, il s'est repris, ceux qui suivent un petit peu la NBA, euh, il s'est laissé aller physiquement et c'est plus le James Harden qu'on voit d'habitude. Et c'est pareil aussi pour la vie extra-sportive, hein. Il y a pas mal de joueurs de tous les sports qu'on voit aller en club juste avant la veille de match et tout, des trucs comme ça. En fait, c'est toujours pareil. Est-ce que vous voulez être bon ou est-ce que vous visez l'excellence? En C'est fait, ça. Michael Jordan, jamais tu l'as vu en club et tout. Oui, il y a des bons joueurs, des très bons joueurs qui vont en club et qui mangent de la merde et qui sont très très bons. Et quand je dis en club, c'est aller en soirée, hein, pas aller en club de, de, de En foot. boîte, ouais. Et, Sans en soirée, ouais. boîte. Mais si vous voulez faire partie des meilleurs, et ben, du top 1%, et ben, il faut faire des choses que 99% des gens ne font pas. C'est ça. C'est tout. C'est vrai. Et ça passe, bien sûr, ça passe par l'entraînement, ça passe du coup par la rigueur, faire des sacrifices aussi, c'est clair et net, hein. Après, c'est pour ça que si tu dois déjà faire des sacrifices énormes dans ta vie perso, pas voir forcément tes potes quand tu veux, pas voir ta famille quand tu veux, pas regarder la série que tu as envie parce qu'il faut que tu ailles te coucher. Si en plus tu dois faire des sacrifices sur la diète, au bout d'un moment, je sais pas si ça va lâcher d'un côté, tu vois. Moi, parce que moi, pendant très longtemps, j'étais vraiment strict sur la diète, tu vas manger la même chose, mais au final, Ouais, s'il suffit qu'il y a un jour où t'es pas bien dans ton cerveau, premier truc que tu vas faire, tu vas craquer sur la diète, tu vois. tu as graillé. Alors que si De ouf. t'as des flexibilités, tu dis, bah écoute, aujourd'hui, j'ai envie de craquer, mais si tu arrives à rester dans tes macros malgré que tu craques, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, bah, au final, ça peut être pas mal aussi, tu vois. Ouais, c'est Après, clair. ça peut aussi être un cercle vicieux, hein. En profiter pour exprès manger de la merde parce que ça rentre dans tes macros, faut faire gaffe aussi, tu vois. Mais comme dit, Ouais, si tu es vraiment focus et que tu veux faire partie des 1%, tu sais très bien que ça va arriver une ou deux fois et après, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, C'est c'est ça, clair. c'est ça. Surtout ne pas se culpabiliser aussi. Moi, j'avais tendance j'ai un peu cette, je pense que tous les gens qui ont un peu d'ambition dans la vie, qui sont un petit peu perfectionnistes sur les bords, ont cette mentalité de tout ou rien. C'est si je me disais, ah bah là j'ai fait un craquage, bah vas-y, je vais craquer toute la journée, je vais bien craquer jusqu'au bout, et Ah ouais, comme d'accord. ça, et après je repartirai bien le lendemain. Tu vois. Et ça, pire erreur. Pire erreur, ne jamais faire ça. En fait, c'est craquer une fois, accepter, là j'ai craqué, et tout de suite après, ok, on se remet dans les bonnes dispositions. Et en fait, on perd pas de temps en fait. Mais c'est plus dur à dire qu'à faire quand on a cette mentalité de tout ou rien. Et l'inverse est vrai aussi de se dire, ah ouais, bah dans ce cas-là, je vais tout faire carré pendant une semaine. Et après, on arrive à ce que tu dis, tu t'es trop strict envers toi-même. Et après, le premier truc sur lequel tu as envie de craquer, c'est la diète. Et puis après, C'est voilà, ça. c'est le cercle qui recommence. Quoi. Mais bon, C'est pour ça qu'il faut être bien partout, dans son assiette, dans sa tête, et puis etc. C'est ça. c'est clair. Au niveau du coup, bah, c'est juste un peu l'argent du coup dans le power, tu penses qu'il y en a moins ou plus que dans la musculation? Il y a un peu les cash prize ça et tout à gagner, les sponsors, etc. Alors après, moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Pour te break down un petit peu le business model du power qui essaye d'en vivre. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils font à haut niveau, ce qu'ils font, c'est que donc tu as des primes. Donc, si tu gagnes, si donc, faut être sponsorisé déjà de base. Donc, tu as l'affiliation, tout ce que les mecs font dans le body, les influenceurs fitness, tu as la même chose. Donc, tu as des sponsors équipementiers. Donc, c'est une marque qui s'appelle SBD qui sponsorise les compétitions internationales et qui sponsorise aussi les athlètes. Donc, il faut être en open, il faut être podium, je crois, au moins. Mais donc, du coup, ils t'envoient l'équipement, ce qui est très, très cher en power. Surtout les ceintures de force, tout ça, etc. Donc, ils t'envoient l'équipement et tu as des primes. Alors, je pourrais pas te dire exactement combien au niveau des montants. Je pense que ça doit dépendre des athlètes et tout. Mais je pense que ça doit être dans l'ordre des entre 4 et 6 000 euros en fonction de ton placement, si tu as des records, etc. en compétition. Donc, tu as tes sponsors perso qui peuvent te donner une dotation ou une espèce de petit un fixe en fonction de ce que tu fais sur les réseaux sociaux, pareil, plus l'affiliation. Et tu as la Fédé aussi qui te donne 1000 balles, je crois, de prime si tu fais un podium ou si tu gagnes un record. Ou, je crois qu'ils ont baissé en ce moment, mais si tu fais un podium ou un record, c'est 1000 euros, un truc comme ça. Donc, ce que j'en discutais avec Noémie Alabert, qui est une athlète qui a sa salle, qui a ouvert sa salle et qui est une athlète internationale, qui a tous ses sponsors et tout, j'ai dit, est-ce que tu peux en vivre? En fait, elle dit, ça va dépendre de ta performance. Si tu fais toutes les compètes et que tu gagnes tout, tu peux, et c'est en vivre, tu roules pas sur l'or, mais tu peux à peu près te démerder. Mais le jour où tu performes pas, où tu es blessé, où tu arrêtes ton activité sur les réseaux sociaux et donc plus personne n'utilise tes codes promo, bah là c'est finito en fait. Donc tu peux vivre du power si tu as tout ça, que tu performes et qu'en plus, je dirais, tu fais peut-être du coaching. Là, tu peux arriver à avoir un lifestyle assez décent. Mais ça fait beaucoup de choses parce que s'occuper du coaching, c'est du temps en moins pour sa création de contenu, ses réseaux sociaux et sa performance. Ça. Si tu es un athlète de haut niveau, eh ben, c'est du temps en moins pour tes coachés et ton contenu. Et si tu es full création de contenu, augmenter son audience sur les réseaux sociaux, YouTube, podcast, patati patata, c'est du temps en moins sur l'entraînement et sur le coaching si tu fais du coaching. Donc c'est toujours pareil. Focus. Où est-ce que tu mets ton cursus de priorité? Mais c'est plus safe, entre guillemets, d'avoir quand même un taf. La plupart, ils ont un taf à côté. La Noémie dont je te parle, elle a un taf à côté parce qu'il faut une source de revenus stable dans la vie, sinon tu peux rien faire. Tu peux pas demander de prêt à la banque, tu peux pas avoir d'appart. Donc, tu es là, tu arrives, déjà, tu es influenceur, c'est chaud. Je suis sportif de haut niveau, vous faites quoi? Du powerlifting? Bah, allez, Du let's coup, go. vous avez pas de ventre, c'est bizarre. Voilà, donc c'est possible, mais c'est corrélé à ta performance. C'est grandement corrélé à ta performance et à ce que si tu peux, si tu t'es blessé ou non, quoi. Ok, mais écoute, je sais pas, une dernière question qui me vient, qui peut être pourquoi pas intéressante. Si tu pars maintenant sur un max, imaginons à la salle, du coup, c'est ta semaine de max, t'écoutes quoi? Genre, tu vas écouter quoi comme musique, par exemple? C'est une musique, truc qui me Oh, vient, tu vois. Ça change un peu de la muscu, donc. Oula. ouais, ouais, bien sûr. Alors nous, ça dépend. Je suis animé, souvent OST d'animé. Ok. Mais j'utilise la parcimonie parce que c'est toujours pareil. Si tu écoutes une grosse, si plus tu écoutes une chanson, moins ça va avoir d'effet sur toi. Donc ça, c'est vraiment pour très, 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 très rare. Et sinon, grosse dubstep. Moi, je suis très grosse trap dubstep. Moi, je suis très musique électronique. Donc, la grosse dubstep, 1, 2, 3. La grosse dubstep, ça fait toujours son effet sur les séances où l'intensité doit monter. Ok, en règle générale, du coup, quand t'es plus. Pas forcément max, tu te mets à.
Souvent, je commence. Alors, je suis très particulier pour la musique, c'est qu'il y a une progression en fonction de la séance. Échauffement, c'est très rap en général, parce que je suis en train de m'échauffer tranquillement, je peux discuter avec des gens, ça te met dans le mood et tout. Et petit à petit, je pars sur des trucs un peu plus rap, hardcore, trap, et après on arrive à dubstep pour des trucs intenses. Et quand je suis en mode chill, cardio, où je fais des séances d'accessoires, où je n'ai plus besoin d'être aussi intense, très house, techno, parce que le rythme est toujours pareil et ça te met dans le mood, dans la répétition. Moi, je trouve la house et la techno, c'est très répétitif comme musique. Donc c'est parfait pour des trucs où tu fais des mouvements très répétitifs et que tu as besoin de déconnecter un petit peu. Moi, la muscu, c'est un petit peu ma séance de thérapie. Parfois, j'aime bien discuter avec les gens, surtout au début quand j'arrive avec la salle, mais quand je mets mon casque en général et que je fais ma muscu, donc mes exercices d'accessoires, je passe à ma partie un petit peu power building body, peu importe comment vous voulez l'appeler. Je mets mes Ok, écouteurs, je suis ouais. focus et il faut pas venir me faire chier quoi. Accessoire, en gros, c'est plus muscu, c'est ça? Plus. Donc ce que j'appelle accessoire, c'est ouais, c'est Ok. body. Donc Halter, tout ça et tout. je vais faire du je vais faire du rowing, je vais faire de Ok. l'élévation latérale, je vais faire des Acc- tractions, ce genre de Ça me trucs. fait On rire. appelle ça les exercices accessoires. Ouais, Et nous. ça me fait rire, ça me fait rire. Ouais. Tu les sors du sac, tu vois. Tu sors ton rowing du sac. Ouais. T'es pas sponsorisé par une marque de compléments ou quoi, si? Non, hein. Non, 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 Bah, non, du non. coup, je vais te poser une question, tiens, Bien comme sûr, ça. bien sûr. Sinon, si tu devais recommander trois, bah, du coup, accessoires, mais genre pas accessoires exercice, tu vois, plus accessoires genre Ouais, ouais. musculière, ça et tout, pour, euh, Ok. pour comment dire, pour être bon. Moi, je sais pas si on peut dire pour être bon, mais ouais, on va dire toi, si tu devais prendre que Pour être trois multitâche, quoi. accessoires. Ouais, toi, Pas tu devais forcément prendre que pour un trois forceux, accessoires mais dans le sac. pour un mec qui va à la muscu. C'est ça? À la ouais, toi, trois accessoires, tu devais prendre ton sac. Imagine, tu pars en voyage, je sais pas, en vitesse, tu dois prendre trois Ouais, accessoires pour être ouais. sûr d'être toujours bon. Tu prendrais quoi, du coup? Ok. Est-ce que les chaussures, ça rentre dedans ou pas? C'est pas considéré comme un accessoire ou pas? Bon, écoute, si, je pense que c'est. Si, si, quand même, bah, ça change, hein, pieds nus ou en Ouais, chaussures. voilà. Moi, je dirais que si, ouais. Ok. Ouais, les chaussures d'haltéro, Donc, quoi. ouais. Bah alors je squatte en flat, mais j'ai une paire, donc je suis pas là pour faire de l'airbag, surtout qu'ils voulaient pas faire d'affiliation avec moi. Mais j'ai fait une vidéo où les 10 accessoires indispensables pour la FA, donc s'il y en a qui veulent vraiment savoir en détail, je pense que là-dessus, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai une paire de Vivo Barefoot, donc c'est vraiment des chaussures sans semelle, plates. Qui se plient un petit peu dans tous les sens et qui sont parfaites pour. C'est comme si tu étais pieds nus en fait, avoir la sensation d'être libre de ces mouvements. Et donc, moi, je fais les 3 mouvements dessus et même ma muscu dessus. Et c'est comme si j'étais pieds nus et je kiffe. Donc, vraiment, Vivre barefoot, c'est mon premier truc que je prendrais. Ensuite, ma ceinture de force. Si je vais en mode FA, il faut quand même la ceinture. Et après, le La ceinture, elle vient troisième, de je chez qui? dirais. C'est Strength Shop ou la Moi, SBD, là? j'ai une Metal France. Ok. Je recommande Strength Shop aussi aux gens. Parce Ouais, que j'aime Metal bien, moi France aussi. sont un petit peu Moi, moins j'ai ça. actifs. J'ai ça. Mais pour premier prix, surtout si vous vous tâtez à savoir est-ce que le power c'est fait pour vous ou non, n'investissez pas dans la SBD. Franchement, non. C'est hyper cher. Faut vraiment dire ok, je me dédie à la FA si vous voulez investir dans la SBD. Et pour moi, pour l'avoir essayé ce week-end, moi j'ai toujours eu ma Metal France. C'est un peu l'équivalent de la String Shop depuis des années que j'ai commencé et je suis pas prêt de changer. Pour moi, la Ah, c'est différence solide. entre les deux, elle est pas si stratosphérique que ça. Le seul avantage de la SBD, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de la dévisser si tu veux changer de taille, si tu as un peu trop fait de prise de masse et tout. Voilà, tu peux l'ajuster sur le, sur le moment. L'autre, il faut dévisser le cran. Ouais, Mais à moi, j'ai part ça, ça. il n'y a pas de différence extraordinaire, je trouve personnellement. Donc, et le troisième, j'hésite entre, je pense quand même pour les exercices accessoires, les bandes poignets, quand même si je pars en voyage et tout, et que je vais faire du rowing, etc. Moi, les bandes poignets, pour moi, c'est un indispensable. Donc, Les, les, avant mes les- genouillères, je prendrais mes bandes poignets, ouais, parce que je me suis retrouvé dans des situations où j'avais oublié mes bandes poignets, et tu vois, si t'as pas de magnésie et tout, tu peux toujours faire du terre avec des bandes poignets, t'as pas de problème. Pour les exercices de muscu, c'est important aussi. Et les genouillères, c'est plus psychologique qu'autre chose, ça va pas changer énormément sur ton max. C'est juste pour être un peu plus, te sentir un petit peu plus confortable, mais tu peux t'en passer. Donc je dirais, ouais, si je devais en choisir que trois, les bandes poignées avant les genouillères SBD, sans aucun doute. les sangles, tu veux dire? C'est les sangles? Ouais, les sangles, ouais. Les sangles glacées, ouais, parce que je pensais que tu parlais tu sais, des Ah protections. oui, pardon, pardon. Ouais. Ouais, 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 non, dans les ma tête, sangles, c'est les ouais, les sangles. sangles. Je me Excusez-moi, suis dit, excusez-moi. quand tu m'as parlé de soulevé Ouais, de terre, j'ai j'ai dit compris. bande poignée, mais dans ma tête, c'était les sangles. C'était Et- les sangles. tu les prends chez qui, celles-ci? Elles tiennent, ça va? Elles tiennent bien? Domios. Domios Decathlon, depuis Ah 6 ouais? ans que je fais de la musculation, toujours les mêmes. Elles ont toujours tenu. Après, Cinq généralement, si tu 5 viens balles. vraiment fermer tes mouvements avec ton pouce et tout, normalement, t'es pas censé mettre trop de pression. Souvent, elles pètent, tu sais. Mais souvent, c'est parce que je pense que les gens, ils se laissent trop. Ils abusent. Moi, Ouais. j'avais eu ça pendant un moment. Parce que tout ton poids, quand tu fais des tractions, genre, tu le laisses vraiment sur le truc. Et au bout d'un moment, bah oui, ça pète, tu vois. Ouais.
Ouais. Non, 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 moi écoute, 5-6 ans que j'ai toujours les mêmes, elles ont toujours tenu. Ok, intéressant. Mais du coup, pour les chaussures plates, t'as jamais testé les Vibram? Tu vois ce que c'est? Les chaussures pieds, là, C'est l'espèce de les... chaussons d'eau là. Ouais, Five Finger Shoes, ouais. Enfin, dos, je sais pas si tu peux aller Euh, dos avec. Ouais, si, je je crois. vois, je vois ce que c'est, mais en fait, t'as l'air d'un Power Rangers avec. C'est quoi ces Ah trucs? ouais? Moi, j'aime bien. Moi. T'as ça, t'as bien? Désolé, mais c'est Non, comme pas les de mecs en souci. force athlétique qui ont des espèces de chaussons de danse et tout. Et j'ai les frères. En fait, vous êtes là, quand même, le style que t'as quand tu vas à la salle, c'est important. T'es là, tu veux soulever 300 kilos, mais t'as des chaussons de danse, en fait, au bout d'un moment. Non. En fait, Ah ouais, les prends-toi chaussures. au sérieux. Ah ouais, ouais, bah, pour être le plus à plat possible, tu vois. Les mecs ont des chaussons de danse au soulevé de terre pour être vraiment à plat, pour pas avoir de semelle. Et j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, gros, enfin, non, quand même, non. Je veux dire, on est quand même là à la muscu pour ressembler à quelque chose et tout. Au bout d'un moment, on a déjà des singlets un peu chelous, tu vois. Si en plus, toi, tu commences à mettre des claquettes, des chaussons de danse, non. Donc, pour moi, les Vivo Barefoot, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé entre maintien de la cheville, parce que les petits slippers, les chaussons et tout, je trouve que ça maintient pas bien la cheville, moi, pour moi personnellement, surtout quand vous êtes en sumo, parce que là, pour le coup, les Vivo Barefoot, il y a des lacets, donc tu peux bien serrer, et en même temps, c'est plat. Donc, pour moi, c'est le parfait compromis. Et t'as pas l'air trop ridicule avec, ça reste une vraie chaussure. D'accord, elle est pas bizarre, elle a pas 5 orteils de pied, ou c'est pas un chausson, tu vois. Donc, moi, c'est mon choix personnel. Après, si toi, t'aimes bien les Ouais, moi, ça va, Vibram, je sais ouais, pas comment pareil, t'appelles pareil, ça. t'as l'impression d'avoir rien, tu vois, c'est cool. Même quand tu fais Ouais, imaginons les mollets, t'es assez flexible. Et sinon, ouais, tu ouais. t'entraînes quoi, chaussettes, pieds nus? Pieds nus, t'as déjà essayé? Non, Ouais, chaussettes, parce que ouais, parce qu'en compétition, tu es obligé d'avoir des chaussettes. Donc, Ah, des chaussettes, ok. tu- ouais, nous, on est obligé d'avoir des chaussettes. Alors, au squat, bench, je sais pas, bonne question. Mais au soulevé de terre, tu es obligé d'avoir des chaussettes hautes pour éviter que tu saignes sur la barre. Donc, en fait, moi, je suis partisan de s'entraîner le plus proche possible en fonction des standards de compétition. Ouais, Donc, bien ça sûr. vaut pour l'amplitude au squat, mais ça vaut aussi pour les accessoires que tu vas avoir. Je connais des gens qui s'entraînent pas du tout avec des genouillères ou une ceinture parfois, voire des bandes poignées à l'entraînement. Et par contre, en compétition, ils vont mettre ceinture, bande poignée, genouillère. Si tu sais qu'en compétition, que tu vas avoir tous ces accessoires-là, pourquoi tu cales pas ton entraînement pareil? C'est Donc, clair. bah, c'est pour ça que du coup, j'essaie. Alors après, bon, c'est vrai que les chaussettes de soulevé terre, je les mets pas tout le temps, mais au moins d'avoir des chaussettes, ouais, j'essaie de m'entraîner avec des chaussettes quand même. Mais c'est vrai que parfois, pieds nus, t'es beaucoup mieux, hein. Ça, je reconnais. Ouais. Mais après, faut aussi être surdouté, hein. Fitness Park, pieds nus, par exemple. Ouais, 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 pauvre, Tu vois, il y pauvre. a Mais les même en Anglais chaussettes, déjà, les ça Anglais peut font être mieux beaucoup qu'en ça. chaussures, hein. Les chaussettes, ça passe encore. Chaussettes noires, au pire, bon, ça Ouais, se lave, ça se ouais, voit pas ouais, trop, tu vois. C'est ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, écoute, au niveau de la partie business, du coup, on a déjà parlé au tout début, enfin, on a parlé de ta marque, du coup, la marque les Forceux, c'est ça? Ouais, on est d'accord, hein. Yes, yes, sir. Bah écoute, tu vas, le dernier drop, du coup, il date de quand? Oh là, il date de janvier. Là, on est encore. J'ai fait que 2 drops en fait pour l'instant. Ok. Quand j'ai commencé la marque en novembre, qu'en janvier, je pense que je vais partir sur un modèle un peu plus, une collection un peu plus permanente parce que je suis conscient que pour les gens, surtout que moi j'étais en précommande. Donc en fait, même si tu avais un drop, tu devais le précommander et attendre avant de le recevoir. Alors ça a plein d'avantages aussi. Ça te permet de ne pas avoir de stock. Donc, quand tu es une petite marque qui démarre et que tu n'as pas forcément beaucoup de budget à investir, toi, ça te permet de commander exactement ce que les gens vont t'acheter. Donc, pour celui qui crée la marque, c'est avantageux. Après, je suis conscient aussi pour les gens, quand tu es sur tes produits comme des t-shirts, tu commandes un t-shirt, tu as envie de le recevoir tout de suite. Tu n'as pas envie d'attendre un mois ou deux pour recevoir ton t-shirt. C'est pour ça que je pense que je vais passer sur une collection un petit peu plus disponible tout le temps. Surtout que maintenant, j'ai vu que l'engouement, la marque commençait à prendre, surtout depuis l'événement que j'ai fait, où on a fait une collection spéciale pour l'événement et on a vendu les t-shirts. Ça s'est super bien passé. Donc là, je pense aussi, c'est une question aussi de confiance en soi, hein. Est-ce que tu es vraiment sérieux avec ce que tu fais et tu es prêt à investir de l'argent ou pas? À partir du moment où tu es vraiment sérieux et tu veux vraiment que ça marche, bah, il faut que tu sois en accord avec tes principes et ce que tu penses. Il faut aligner, faut aligner les billets, comme on dit. Donc, effectivement, ça va devenir un peu plus une part prédominante de ce que je fais, développer la marque. Après, c'est pas évident avec la création de contenu, l'entraînement, surtout quand j'avais la compétition, le podcast, la chaîne YouTube, de développer une marque à côté. Euh, mais c'est vraiment un truc que je vais prioriser là dans les mois à venir. Donc, passer sur une collection un peu plus disponible tout le temps et continuer à avoir des drops de choses un petit peu plus particulières en édition limitée. Fusionner les deux, je pense que c'est un truc qui, moi, me parle et qui marche bien aussi. Euh, et oui, la marque s'appelle Les Forceux. Alors évidemment, c'est pas destiné que aux gens qui font de la force athlétique. L'idée que j'ai développée avec cette marque, parce que pour moi, le but c'est pas de faire du merch, c'est pas de dire je suis youtubeur, acheter mes t-shirts de youtubeur pour me soutenir. Si j'allais commencer à vendre des trucs, il fallait que ce soit quelque chose de sérieux auquel je crois. Et le but ultime de toute façon, c'est de développer la marque au point où je peux me retirer et où les gens qui achètent
cette marque de vêtements ne savent pas Mm. forcément que c'est moi derrière. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le projet. Et pour moi, donc ça s'appelle Les Forceux parce que c'est comme ça qu'on s'appelle un peu entre Power, Les Forceux. Et l'idée que j'ai eue et que j'ai depuis le départ et qui organise tout ce que je fais un petit peu dans ma stratégie, dans mon contenu et qui est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire tout ça, c'est que quand j'ai commencé la force athlétique, comme on en a parlé tout à l'heure, j'étais seul dans mon fitness park. Et on a beau avoir cet esprit de communauté sur Instagram, en fait, euh, c'est difficile quand tu es seul de te motiver et quand tu as des objectifs qui sortent un petit peu de la norme. Et là, je parle d'objectifs pas forcément sportifs. Quand vous vous dites, ouais, moi, je veux vivre de ma création de contenu et je veux vivre de ce que je vends sur Internet, ça sort de la norme de 99% des gens qui, eux, te disent, bah non, va trouver un CDI et fais un truc un peu plus stable. Et quand vous êtes dans cette situation-là, il vous faut une extra dose de motivation ou de discipline parce que sinon, vous ne pourrez pas accomplir les objectifs que vous vous êtes fixés. Et moi, je cherchais un moyen de pouvoir être cette dose de motivation et de discipline aux gens. Alors évidemment, quand je sortais une vidéo, les gens me disaient ouais, super ce que tu fais, tu me donnes des super conseils, ça m'aide à accomplir mes objectifs et tout. Mais je peux pas sortir une vidéo tous les jours en fait. Il y a des jours où, bah ouais, peut-être pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant un mois, je vais pas pouvoir publier. Et je voulais quelque chose que quand les personnes allaient le regarder, je dis putain, là j'ai pas envie de sortir du lit, là j'ai pas envie de, de faire, de faire mes abdos, j'ai envie de sortir de la salle, j'ai fait ma séance, j'ai pas envie de faire les abdos. Et ben quand je regarde ce truc-là, putain, je vais faire l'effort en plus. Je vais faire cet effort en plus qui va donner la différence en fait, qui va faire la différence et qui va faire que je puisse débloquer mon potentiel et atteindre mes objectifs là où tous les autres végètent et passent leur vie à être spectateurs et pas acteurs, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette marque-là, parce que pour moi, être forceux, et de la force athlétique, c'est ça qui m'a donné cette discipline et cette motivation et cette force et ce mindset de confiance en soi pour atteindre mes objectifs. Mais pour moi, c'est au-delà de la force athlétique, c'est vraiment la musculation qui se donne ce mindset. Que tu sois body, que tu sois force, que tu sois haltéro, pour moi, la musculation, c'est le moyen le plus facile d'obtenir ce mindset de confiance en toi qui te permet d'atteindre des objectifs et d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et, et c'est cet esprit-là que je voulais sortir. Donc c'est pour ça que pour moi, le premier t-shirt que j'ai sorti sur la bannière, tu la vois pas, qui est accroché à un Home Gym, j'ai mis la définition du forceux. Et pour moi, la définition du forceux, c'est pas quelqu'un qui fait de la force athlétique, c'est quelqu'un qui progresse et qui progresse sans relâche pour atteindre son objectif. Et ça, pour moi, que tu fasses de la force athlétique ou autre, c'est quelque chose qu'on a tous en commun quand on fait de la musculation. Et c'est cet esprit-là que je veux retranscrire à travers la marque. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé les forceux, parce que pour moi, les forceux, c'est quelqu'un, encore une fois, qui progresse sans relâche pour atteindre son objectif. Donc, c'est cet Le- esprit-là que j'essaie de transmettre avec cette marque-là. Bah ouais, mais du coup, c'est bien parce qu'en en même temps, ça fait une bonne pub et j'aime bien ouais, le truc derrière, c'est pas juste une simple. En plus, tu peux le mettre du coup à la salle comme pas à la salle en fait. Ou, C'est ouais, ça qui est c'est bien. ça, Ouais, c'est le but. C'est le ça but. c'est bien. Pour moi, tout ce que je fais, il faut qu'il y ait. Et tu l'entends si les gens, je pense que dans ton podcast, c'est des gens qui font du sport, mais qui aussi font du contenu, s'intéressent par l'entrepreneuriat, les choses comme ça. Tu les vois dans les motivations, ils te disent toujours cherchez votre pourquoi, tu vois, your why, ou truc comme ça. Et c'est vrai que c'est, pour moi, tout ce que je fais, je me dis pourquoi tu le fais, et pas pour être cliché ou quoi, mais c'est vraiment fais-le à fond. Et si je lance une marque, comme je dis, c'est pas du merch en fait. Et pour donner un exemple très concret, on a fait un t-shirt pour la compétition de, de Noémie à sa salle de sport. Et j'ai eu l'idée de faire une collab. Et elle avait besoin de t-shirt pour la compétition. J'ai dit, OK, mais on va pas faire un t-shirt juste pour faire un t-shirt. Quand vous allez dans chaque événement, on vous donne le t-shirt de l'événement. Et tu sais comment il finit ce t-shirt. Il finit en pyjama, ou soit tu le mets jamais, ou il est au fond du placard, et tu le mets quand tu n'as rien d'autre à te mettre. Moi, je voulais pas faire ça. Si on fait une collaboration entre sa salle et ma marque de vêtements, c'est pas pour foutre de logo sur un t-shirt et puis basta, tu vois. Donc, l'idée qu'on a eue pour cette collaboration, c'est j'avais imprimé un petit QR code dans le dos du t-shirt et j'ai un podcast qu'on a fait spécialement, elle et moi, où elle raconte l'histoire de comment ils ont créé sa salle. Donc, les obstacles qu'elle a dû franchir, comment ils ont trouvé l'argent pour investir, le local, elle, comment elle se sentait, parce qu'elle a fait tout ça en parallèle de Ouais, sa préparation pour les championnats du monde. Et en fait, ce podcast, il est accessible que pour les gens qui ont acheté le t-shirt et qui savent du coup, qui ont le QR code derrière. Et ce t-shirt, on l'a vendu uniquement pendant l'événement. Donc pour moi, c'est ça en fait. Si on va faire une collaboration, si on va faire un produit, quelque chose, pourquoi on le fait? Et c'est pas juste pour se faire 10 euros de bénéfice sur un t-shirt ou mettre nos deux logos sur une sape. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est qu'est-ce qu'on fait qui peut aussi apporter de la valeur aux gens qui vont acheter le t-shirt. Parce qu'un t-shirt, si tu veux un t-shirt, tu vas chez Primark, tu vas chez Uniqlo, tu achètes un t-shirt. Tu vois. Qu'est-ce qu'on fait de plus de différent et qu'est-ce qu'on apporte, quelle valeur on apporte aux gens aussi qui achètent nos produits. Tout ce que je fais, c'est drivé par cette question-là. Quoi. Fabriqué en France, de A à Z, tout fait en Alors, France. non, non, non.
Non? Non, non, non. Ils sont imprimés en France, ils sont fabriqués euh, par une usine qui se fait au Bangladesh et en Chine, parce que je suis pro Made in France et tout, mais les gens vont te dire, ouais, je veux du français et tout. Ok, le t-shirt, il est à 50 balles, tu l'achètes ou pas? Non, je vais pas l'acheter. Donc au bout d'un moment, on est quand même un business, donc il faut faire les choses qui ont du Ouais. sens, mais il faut faire des choses qui sont aussi rentables. Sinon, en fait, j'arrête ce que je fais parce que ça rapporte rien et puis je retourne taffer en tant que freelance, faire de la vidéo, tu vois. Donc, il fallait que ce soit un minimum responsable. Donc, moi, ce que je fais, pour moi, c'était important d'avoir un contrôle sur la qualité du produit. Donc, tous les t-shirts qu'on fait, ils sont imprimés c'est même pas une entreprise, c'est un petit atelier où ils font tout à la main à La Rochelle, à côté de chez moi. Donc, je peux vraiment aller voir, je suis en contact avec les mecs. Et vraiment, c'est du, ah non, le logo, c'était important pour moi d'avoir ce contrôle-là sur les t-shirts, mais en même temps, de faire une qualité, la meilleure qualité possible, qui soit acceptable, enfin, que les gens puissent aussi se permettre d'acheter. Donc, les t-shirts sont faits au Bangladesh, même s'ils sont tous certifiés par une agence qui certifie que les gens sont rémunérés Ok. à hauteur de leur travail, qui sont dans des conditions de travail décentes, et c'est pas le child labor que tu vois de chez Nike ou d'autres marques comme ça. Euh, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire un t-shirt qui est de qualité et un minimum abordable, Made in France, les gens, ils ont beau dire je veux du Made in France, personne n'est prêt. Aujourd'hui, en tout cas, dans notre audience, les jeunes qui achètent nos produits sont prêts à mettre 50-60 € dans un t-shirt. Donc, même si c'est du coton 100% bio ou 100% en matière recyclée dans tout ce qu'on fait, euh, c'est fait à l'étranger parce que c'est le plus compétitif. Mais c'est le compromis que j'ai trouvé pour avoir la meilleure qualité et avoir un produit qui a du sens aussi pour moi et qui, je pense, plaît aux gens. Et puis les retours que j'en ai des t-shirts, le premier truc, c'est les gens qui sont surpris de ah putain, c'est quand même un beau t-shirt de qualité. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était juste du merch. Et non, en fait, les gens sont surpris par la qualité du t-shirt et moi, ça me fait plaisir parce que du coup, ça montre que l'effort que je fais et ça se retranscrit sur la marge. Hein. La marge que je fais sur le t-shirt est pas énorme sur les suites parce que j'ai fait ce choix de la qualité, mais je sais que sur le long terme, c'est ce qui va payer. Tu vois. Tu donnes le nom du coup de l'entreprise où tu imprimes au cas où? Je peux le mettre dans les liens. Euh, T'as le nom? de l'entreprise d'imprime, La bah, Rochelle, ouais. je préfère pas, sinon tout le monde va après aller chez eux. Donc j'essaie de garder ça un petit peu plus pour Ok, moi. non, il a pas Après, de c'est pas problème. très compliqué. S'il y a des gens veulent, si tu fais un minimum d'efforts de recherche, tu peux trouver. C'est pas les seuls à faire ça non plus. Je pense que les gens qui sont vraiment intéressés feront les recherches Ouais, c'est ça. et trouveront. Mais si je donne tous mes avantages un petit peu compétitifs, comment je fais un petit peu après pour me démarquer, Ouais, on va c'est pas. pas faux. Un magicien ne donne jamais toutes ses recettes. Je suis à fond pour partager un minimum et Bien sûr, inspirer bien les sûr. gens et leur montrer la voie à suivre, même si encore je suis qu'à mes débuts, j'ai rien fait encore. Là, tu vois, je suis toujours chez mes parents parce que je peux pas vivre de ça, tu vois. Mais, euh, mais les gens qui sont motivés trouveront par eux-mêmes, j'en fais aucun doute. Si tu devais, du coup, une petite question concernant la marque, est-ce qu'il y a un produit que tu recommanderais? Si tu devais, toi, imaginons que tu arrives sur le. Bon, tu connais ta marque, du coup, mais s'il y a vraiment un truc que tu achèterais, c'est vraiment ton coup de cœur, t-shirt, pull, enfin, je sais pas ce que. Le switch, j'ai lancé une condition qui s'appelle discipline et pour moi, la discipline, c'est vraiment l'ancrage et la compétence à avoir, ou plutôt le trait de caractère à avoir pour tout dans votre vie, en fait. Et pour moi, ce suite que j'ai fait, alors il y a aussi un t-shirt oversize, mais pour moi, le suite qu'on a fait, c'est vraiment le niveau qualité. Évidemment, ça va voir que les gens ne vont pas me croire, mais j'ai jamais vu un suite d'une aussi bonne qualité, tu vois, et fait en coton bio, imprimé chez nous et tout. Donc pour moi, c'est vraiment le truc. En fait, c'est vraiment le truc que je porte tous les jours. Maintenant tout le temps. Donc, je sais que c'est l'été et que maintenant les gens cherchent plus des shorts et des t-shirts, mais s'il y avait un truc à acheter euh, chez les forceux, c'est vraiment le sweat discipline. Moi, je le regarde dès que j'ai pas envie de faire le petit effort en plus, j'ai pas envie de faire le montage de ce podcast, j'ai envie de retarder un petit peu la publication de cette vidéo, bah, j'ai juste à regarder mon sweat et je me dis, ah ouais, en fait, non, c'est pour ça que je fais tout ça. Discipline. Et en plus, il est super confort, il tient chaud. Donc, moi qui aime bien traîner un petit peu en jogging la journée quand je fais du télétravail, c'est mon outil de prédilection, c'est mon vêtement de prédilection. Ouais. Et non, non, les gens qui écoutent le podcast, t'inquiète, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont à la salle, ils mettent un sweat, tu sais, pour qu'il fasse chaud ou froid. T'as toujours le petit Le sweat pump pour cover, commencer à le t'entraîner, tu petit vois. pump cover, bien sûr, bien sûr. Avant de pumper, ouais, c'est ça. Il est épais, pas épais? C'est moyen? Non, celui-là est épais. Je le recommanderais pas pour pump cover. Là, pour le coup, c'est vraiment le truc que tu mets pour aller dehors ou pour être au chaud, cosy, confort. Après, on fait aussi des hoodies que tu peux mettre un peu plus légers, qui servent à plus pump cover avec le design du forceux et la définition du forceux aussi. Donc,
si vous êtes un peu en crise d'identité et que vous avez besoin qu'on vous rappelle qui vous êtes et pourquoi surtout vous voulez le matin pour atteindre vos objectifs, bah, c'est le suite parfait à acheter aussi en tant que pub cover, ça pour le coup. Au niveau de combien ça t'a coûté, tu donnes une fourchette ou le prix? Tu dis à peu près Combien ça m'a coûté l'investissement quoi, investissement pour. l'investissement? Ouais, Bah, la vérité, au début, rien, puisque je faisais tout en précommande. Donc, en fait, ce qui m'a coûté, c'est l'hébergement du site. Donc, ça, je peux le dire, il y a pas de galère. Je passe par Wheezy Shop, que je recommande au-delà de Shopify, pour le coup, puisque c'est des Français qui font ça. Et ils ont un service client. Là, pour le coup, je ne suis pas du tout payé pour ça. Je n'ai pas du tout d'affiliation avec eux. J'ai jamais vu un service client aussi efficace et aussi que eux. Tu as un problème, t'envoies un mail dans la journée ou le lendemain, tu as une vidéo. Donc, littéralement, la meuf se filme avec une webcam et elle te montre avec une capture d'écran comment résoudre ton problème. J'ai jamais vu ça aussi rapide et tout. Et surtout, c'est français, donc ils ont un blog où ils t'expliquent pas mal de choses, comment gérer le transport avec la poste, etc. et tout, que Shopify va pas forcément te faire, puisque eux, c'est anglais, enfin bref, anglophone, on va dire. Et donc, eux, la poste, ils connaissent pas trop, donc ils sont pas forcément habitués à nos problématiques d'entrepreneurs en tant que français. Et Wheezy Shop, pour le coup, c'est les mêmes prix et c'est beaucoup plus. Enfin, je trouve que ça fit beaucoup plus avec nous si tu es uniquement sur le marché de français. Après, si ton objectif, c'est de vendre à l'international, peut-être Shopify. Mais en tout cas, si vous lancez un site, je recommande un site e-commerce Wheezy Shop ouais, de e-commerce. base. Et donc, par contre, eux, je crois que c'est dans les 30 euros par mois. Et en plus, il faut savoir qu'ils te prennent je crois que c'est 1 ou 2% par vente. Donc, ça représente un budget. Donc, ça, c'est dans mes charges que je paye tous les mois. Donc, il y avait ça. Le design, je fais tout moi-même. Je n'ai pas payé personne pour ça. Et puis après, au niveau des SAP, bah, ça me coûte le prix que mon fournisseur me prend. Mais comme j'ai fait la précommande, j'ai déjà en fait l'argent Ok. pour réaliser la commande. Donc théoriquement, ça te coûte pas, t'as pas de frais à sortir là-dessus. Donc, s'il y a quelqu'un, si les gens qui nous écoutent essaient de lancer des produits, je vous recommande de passer par la précommande parce que du coup, mais ça peut être aussi si vous lancez des e-books ou quoi que ce soit. Je vous recommande une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui est vraiment top pour ça. Et le mec il appelle ça le lancement inversé. C'est en fait, vous cassez, les gens font les choses à l'envers en fait. Ils pensent le produit d'abord et puis après ils essayent de le vendre. Sauf que si tu as passé 6 mois, 1 an à développer ta marque ou ton produit et qu'en fait ça intéresse personne, bah, tu as fait 1 an, soit tu as perdu de l'argent, si tu as investi du coup, on en voit plein d'histoires de mecs qui ont voulu lancer des marques avec des influenceurs, qui se retrouvent avec des stocks de t-shirts ou de saloperies, de conneries qu'ils n'arrivent pas à vendre parce que l'influenceur convertissait pas autant qu'il l'aurait espéré. En fait, faites les choses, donc ce qu'on appelle lancement inversé à l'envers. Donc parlez à votre audience, dites-leur, OK, je pense à faire ça, est-ce que ça vous intéresserait? Et voilà le prix qui coûterait si on le fait. Et vous offrez, bien sûr, vu que vous allez vendre un produit qui n'existe pas, un discount. Donc, si vous voulez faire un e-book, vous dites, voilà le prix que le e-book coûtera. Mais comme vous investissez avant que j'ai créé le projet, eh ben, je vous le fais par exemple à 50%. Et là, ça vous permet de tester votre idée. Les gens, et vous pouvez, avant d'avoir passé le temps de créer votre e-book, vous voyez très bien, si vous avez fait 0 vente, bah, peut-être que le e-book, en fait, il intéresserait personne. Donc, ça ne sert à rien de passer le temps de le créer. Pour la marque de vêtements, c'était pareil. J'avais prévenu les gens quand j'ai fait le lancement. Voilà, c'est le début, c'est une précommande. Et donc, je fais un prix qui ne sera pas le prix de base. C'est juste que c'est un lancement. Je veux voir les gens qui me font confiance et qui me font confiance dès le début. Et donc, je fais un prix plus attractif. Dès le début et pour voir si ça marchait. Et donc, effectivement, les précommandes ont marché et j'ai pu lancer les vêtements. Alors que peut-être que si j'avais eu un stock dès le début, donc si j'avais me dit, allez, je vais acheter 100 t-shirts, et ben là, je peux te dire que je me serais retrouvé avec des piles de t-shirts chez moi. Parce que quand tu commences et que tu as une petite audience comme la mienne, à l'époque où je lançais, je devais avoir peut-être 1500, 2000 abonnés. Maintenant, je suis à 2500, donc c'est toujours pas énorme, c'est toujours un peu plus sur YouTube, et bah, t'as pas 100 personnes qui vont t'acheter un t-shirt dès le début. Donc, si c'est un conseil que je peux donner aussi, c'est faites des lancements inversés ou des précommandes, ou si vous voulez avoir du stock, prévoyez des très petites quantités, hein. Et même ça, Baz me l'avait dit quand je lui avais posé la question. Il me dit, mais fais 5-10 t-shirts max au début, tu vois. Ouais. Et vaut mieux faire du sold out, comme ça, tu crées quelque part une hype autour de la marque et tout, avec très peu de quantité, qu'avoir avoir beaucoup de quantité et des trucs qui restent chez toi pendant des mois parce que tu n'arrives pas à les vendre, quoi. C'est ça. Ouais, là, je pense que c'est une bonne idée, même pour les gens qui nous écoutent et qui veulent tenter, que ce soit e-book ou quoi, ouais, ça tombe bien, parce que moi, c'est ce que je vais faire dans pas longtemps, un e-book, donc. Ouais, Voilà. ouais, bah, je te recommande ça, lancement inversé. Tu dis aux gens, voilà ce que j'aimerais bien faire, voilà le e-book à quoi il ressemblera. Alors bien sûr, il faut taffer un minimum, au moins, et la liste des chapitres, tu vois.
Dis pas, voilà, ce sera un e-book sur la prise de masse. Voilà, moins 50%, vous voulez ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans et tout, même si tu n'as pas exactement écrit tout ce qu'il y a, au moins, et la liste des chapitres et la liste de tout ce que tu vas offrir aussi avec. Et après, les gens peuvent décider s'ils te font C'est ça. confiance ou non. Au niveau du coup de YouTube, tu touches des revenus avec YouTube? T'essayes de. Alors, je vais te dire exactement combien je touche avec de revenus sur YouTube. Je peux te dire tout de suite, si je me connecte. Parce que Sur mes 28 derniers t'as deux mois, chaînes YouTube du coup, non? T'as deux ouais, chaînes? la première, je ne suis pas encore à 1000 abonnés, donc elle Mhm. est pas monétisable. Que j'ai lancé il n'y a pas longtemps pour le podcast. Avant, je faisais uniquement le podcast en audio et la vidéo était disponible sur Patreon, mais ça n'a pas du tout marché. Les gens s'en foutaient, il faut croire, de la vidéo. Vos revenus estimés au cours des 28 derniers jours, 18,86 €. Donc les gens Pas mal. peuvent se faire une idée de la YouTube monnaie qu'on fait, c'est-à-dire inexistante. C'est pas avec YouTube que vous allez gagner votre vie. Et pour avoir discuté avec des gens aussi qui avaient, alors, sans dire leur nom, plus de 200-300 000 abonnés euh, sur leur chaîne YouTube, ils gagnaient entre 300 et 600 € par mois avec YouTube. Donc, c'est pas du tout avec ça que vous avez. Surtout dans notre niche. Alors, pour savoir, je sais pas si tu veux vraiment passer du temps là-dessus. Moi, YouTube, je pourrais passer des heures, mais si les gens se demandent combien on gagne avec YouTube et combien on gagne aux 1000 vues, c'est pas du tout le business model de YouTube. YouTube, alors oui, ton CPM, c'est au coup par les 1000 vues, mais ça va dépendre surtout de quel type d'audience tu as sur ta chaîne YouTube. Quelqu'un qui a une audience, parce que c'est pas YouTube qui vous rémunère, c'est les gens qui payent les pubs sur YouTube. Et pour ceux qui savent pas du tout, tu payes, c'est un peu aux enchères en fait. Les gens sont en compétition entre eux, les annonceurs sont en compétition entre eux, et c'est celui qui paye le plus qui a sa pub sur YouTube ou sur Google. La pub sur YouTube et Google, ça marche pareil parce que c'est Google qui a YouTube. Et donc, du coup, en fait, les revenus que vous allez vous faire dépendent de type d'annonceur que vous avez sur votre chaîne YouTube. Moi, en tant que mec qui fait du fitness, j'ai souvent les pubs Basic Fit qui tombent sur ma chaîne. Quelqu'un qui, par exemple, fait une chaîne YouTube sur comment investir, la crypto-monnaie, par exemple. C'est pas Basic Fit que vous allez avoir sur votre pub. Vous allez avoir, je sais pas, Coinbase, par exemple, ou vous allez avoir le CIC ou LCL, quoi, qui vont vous mettre des pubs parce que eux, ils sont prêts à dépenser beaucoup plus parce qu'ils savent que quelqu'un qui va convertir sur leur pub, eh ben, il va ouvrir un compte et il va dépenser beaucoup plus qu'un mec qui va dépenser un abonnement Basic Fit. Donc, des gens qui ont une chaîne YouTube sur l'investissement, par exemple, ou les technologies, les gens qui font des reviews de produits, vont gagner beaucoup plus, même s'ils ont moins d'abonnés, qui font moins de vues, qu'un mec comme Thibaut Inchep, par exemple, qui a des millions d'abonnés, qui fait des millions de vues, et par contre, qui cible une audience très large. Quand vous ciblez une audience très large, en vrai, vous ciblez personne. Donc, les gens qui mettent de la pub, c'est des gens généralistes. Alors, Thibaut Inchep, c'est peut-être un mauvais exemple parce que là, lui, il est vraiment dans le million et tout. Donc, je pense qu'il gagne bien sa vie. Mais, par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas, 100 000 abonnés sur YouTube et qui parle que de musculation, pour moi, je pense, alors j'ai pas les chiffres, mais c'est quasiment sûr, gagnera beaucoup moins qu'un mec qui a 50 000 abonnés, voire même 20 000 abonnés et qui va vous faire des vidéos sur l'investissement ou les auto-entrepreneurs, comment optimiser ses taxes, Sa sa fiscalité. compta, etc. Et tout. Parce que les gens qui mettent des pubs sur ce type de chaîne sont prêts à dépenser beaucoup plus que les Basic Fit ou les autres qui mettent de la pub, ou les gilettes qui mettent de la pub sur nos chaînes à nous. Donc, il ne faut pas du tout se mettre dans ce mindset-là de OK, si j'ai tant d'abonnés, je gagnerai tant d'argent Ouais, avec c'est YouTube. ça. En fait, non. Il faut plus se mettre dans le mindset de quelle niche j'ai et quel type d'annonceur serait prêt à payer pour le contenu que j'ai. Mais encore une fois, que YouTube, si les gens qui veulent vraiment et qui parlent anglais, qui veulent s'intéresser à ça, je vous recommande Graham Stéphane, qui est un YouTuber, un investisseur américain, et qui, lui, commence son podcast. La phrase d'intro de son podcast, c'est on est tel jour, et le podcast, depuis le début de sa création, a fait tant de milliers de dollars sur YouTube. Et tu vois, c'est des sommes. Et son podcast, c'est sa chaîne tertiaire, tu vois. C'est sa chaîne tertiaire, son podcast. Et il est à plus de 186 000 dollars de revenus sur son podcast, tu vois. Juste le podcast. Tu vois. Et parce que lui, c'est une chaîne d'investissement et il parle que d'investir. Et c'est bien d'affiliation, c'est inscrivez-vous à mon Coinbase et vous avez, je sais pas combien, 10 euros de crypto, enfin de Bitcoin en plus, tu vois. Donc, quand Stylé. vous avez ce genre d'affiliation avec des marques, quand vous travaillez avec, je sais pas, LCL qui vous donne un compte d'affiliation et qu'en plus vous touchez des 80 euros parce que la personne, vous l'avez ça avec toutes les néobanques, les Revolut, les trucs comme ça, vous avez tous le code de parrainage. Quand vous donnez votre code de parrainage Revolut, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est une néobanque, ils n'ont pas de frais. Euh,
Mais vous pouvez prendre aussi Boursorama. Quand vous donnez votre clé à Boursorama à votre pote pour qu'il ouvre un compte, c'est des 100 euros que vous touchez, des 130 euros que vous touchez de parrainage. Alors que quand vous donnez votre lien Uber Eats, vous touchez quoi? Allez, 10 balles, 5 balles de réduction sur votre commande. Donc imaginez un YouTuber qui fait des vidéos sur comment optimiser sa fiscalité et qu'il lâche son compte Boursorama et qui vous dit maintenant arrêtez d'être chez LCL ou d'être Société Générale, allez sur Boursorama et passez par mon compte. Mais le mec, même s'il a que 1000 personnes qui passent par son compte, alors que Thibaut InShape il en a 100 000, c'est 1000 fois 180, tu vois. Donc, C'est ça. C'est ça, c'est ouais. Puis plus comme ça surtout que qu'il faut les gens réfléchir. lui font confiance, donc les gens, ils y vont les yeux fermés, tu vois. C'est ça. Et quand vous faites confiance à des gens pour votre fiscalité ou quelle banque prendre, c'est un autre niveau de confiance qu'un mec à qui vous achetez un t-shirt. Et du coup, au niveau de, je sais pas si tu avais encore autre chose, mais au niveau de la suite, tu sais quoi ton objectif? Alors, faire évoluer la marque, faire évoluer YouTube, vivre, du coup, vivre, tu Euh, l'as déjà dit, mais vivre, enfin, vivre du contenu sur Internet, ça c'est clair et net. c'est clair. Alors, pour l'instant, mon objectif, c'était de grossir, d'avoir une audience. Et alors, je ne veux pas, peut-être que ça va choquer les gens, là, on parle business et tout. Alors, tout ce qu'on va dire sur le business part du fait que vous faites YouTube et tout pour aider les gens d'abord. C'est pas parce que vous voulez faire YouTube pour faire de l'argent, en fait. Si vous êtes dans ce mindset-là, ça ne marchera jamais. C'est comme Vous n'aurez tout, hein. jamais la patience, la motivation Ça. de continuer à faire des vidéos. Ça ne marchera jamais. Arrêtez tout de suite. D'accord? Il faut d'abord que tout ce que vous faites, ce soit orienté pour apporter de la valeur aux gens. Et ça, gratuitement. D'accord? Au début, c'est comment je peux impacter le maximum de personnes et donner le maximum de valeur que je peux faire. Une fois que vous avez fait ça, ça c'est pour l'audience. Après, il faut se poser la question de comment monétiser parce que bien sûr, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, tout ce que je vais dire maintenant, et même depuis le début qu'on parle de business, ça part de ce principe-là que vous faites les choses pour les bonnes raisons, de base. Maintenant, donc, si on parle plus business, moi, la stratégie que j'avais, que je voulais mettre en place et que j'ai mise, c'est je voulais créer les canaux. Donc, c'est-à-dire mettre en place les différentes sources de revenus qui allaient me permettre de pouvoir vivre de la création de contenu. Ces sources-là, tout le monde les connaît. Il y a juste à regarder votre principaux influenceurs que vous préférez, comment ils gagnent de l'argent. Il y a les revenus YouTube, il y a l'affiliation. Donc ça, c'est tous les liens que vous voyez, passer par mes compléments alimentaires, etc. Vous gagnez un pourcentage là-dessus. Les liens Amazon, si vous regardez des YouTubeurs qui vous font des reviews, c'est pas pour autant, c'est pas pour rien qu'il y a autant de vidéos. Ah, je review tel produit. Parce que quand vous faites des reviews de produits, vous savez que vous allez avoir je ne sais pas combien de milliers de personnes derrière qui vont acheter ce produit et que vous allez vous faire une commission. C'est pas pour autant que c'est bien pour ça que les youtubeurs tech vont vous faire tous les ans oh, what's in my bag 2021, oh, what's in my bag 2022, alors qu'il n'y a rien qui change. C'est parce qu'ils savent qu'après, derrière, il y a des gens qui vont acheter des trucs et eux, ils vont se faire de l'argent avec de l'affiliation. Ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils font ils font les choses pour les mauvaises ça veut pas dire qu'ils font les choses pour les mauvaises raisons. Je pense qu'ils veulent vraiment aider et que ce qu'il y a dans leur sac, voilà, toi tu m'as posé la question quels trois types d'accessoires tu prendrais, ça va vraiment aider des personnes. Mais il y a aussi ce côté business, ça va aussi derrière. Donc j'ai mis en place l'affiliation moi personnellement avec String Shop, avec qui je bosse maintenant, avec Amazon sur certains produits et je crois qu'il y a un troisième, j'ai oublié, mais c'est principalement. Et j'ai aussi quelques trucs d'affiliation avec Decathlon aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, ça rapporte rien par mois, hein. C'est des trucs de 3 euros, 4 euros que vous faites par mois, c'est rien du tout. Mais au moins, le canal est mis en place. Tout, en fait, va dépendre, va grossir avec YouTube. En fait, le but, c'est de mettre en place les canaux qui vous permettent de monétiser cette audience YouTube, mais tout part de YouTube, en fait. Plus vous allez avoir votre chaîne YouTube qui va grossir, plus vous allez avoir de gens qui potentiellement vont être intéressés par ce que vous avez à vendre ou les liens d'affiliation que vous avez. Donc, ça que j'ai mis en place, j'ai mis en place la marque de vêtements. Donc, même si on n'a pas autant de drops que je souhaiterais, au moins les canaux sont là. Le canal est là. J'ai trouvé un fournisseur, le site est là. Et il y a juste en fait à charbonner pour créer un produit et le vendre. Mais le canal est là et en place. Et le troisième canal que j'aimerais mettre, ou quatrième canal que j'aimerais mettre en place aussi, c'est un peu comme toi, c'est avoir un produit digital à vendre aussi. Parce que je suis arrivé au moment où moi, je suis toujours dans cette phase de création de contenu pour acquérir une audience. Et j'étais arrivé à un point où, en fait, maintenant, je commence à recevoir trop de messages de gens qui me disent ah, est-ce que tu vends des programmes Ah, est-ce que tu es coach est-ce que je... Et en fait, j'ai rien à leur donner, en fait. Donc là, je me suis dit, là, c'est un problème, en fait. Si tu es là et à chaque fois, en fait, je renvoie les gens vers d'autres potes à moi. Donc c'est bien, je leur fais du business, tu vois. Mais au bout d'un moment, je peux pas passer ma vie à renvoyer les gens vers d'autres trucs et moi rien prendre, tu vois. Donc j'aimerais créer un produit. Donc sur le long terme, ce serait une formation pour apprendre aux gens à se coacher par eux-mêmes, comme moi je fais. Parce que pour moi, c'est un frein de Oui, ouf au powerlifting, c'est que tout le monde a l'impression qu'il faut un coach pour
commencer. Et moi, c'est pas du tout, enfin, pour moi, c'est pas du tout le cas. Et j'aimerais que les gens, en fait, plutôt que moi être coach et donner aux gens, enfin, que les gens soient dépendants de moi, je veux vous donner les clés à vous pour que vous puissiez vous débrouiller par vous-même. Pour moi, c'est ça le vrai truc, la vraie valeur que j'ai à apporter aux gens. Donc c'est sur ça que j'aimerais bien travailler. Et avant ça, parce que je pense que la formation aussi, il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir se la procurer. Donc j'aimerais bien aussi créer un e-book, ce serait plus accessible, plus sur les fondamentaux pour le coup, qui regroupe un petit peu toutes les informations que moi j'ai pu glaner en écoutant des heures de podcast, des heures de vidéos YouTube, en apprenant aussi sur moi, pour donner les fondamentaux aux gens, pour que, voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher les informations partout. Là, je sais que j'achète ça, j'ai tous les fondamentaux, et puis après, j'ai juste à faire les expériences par moi-même et voir ce qui marche sur moi ou pas. Donc, ce seraient les deux trucs et les deux canaux d'acquisition que j'aimerais bien essayer de lancer. Et puis après, une fois que j'ai tous les canaux en place, charbonner sur YouTube, le contenu et tout le reste suivra derrière. Mais c'est ma vision de moyen-long terme que j'ai pour pouvoir vivre de ça. Et encore une fois, individuellement, tous ces canaux-là rapportent quasiment rien. Je vous l'ai dit, YouTube, ça rapporte 18 balles par mois. L'affiliation, c'est peut-être 5-10 € par mois. Peut-être le Patreon, c'est pareil, 10-20 € par mois. Mais une fois que vous avez lancé tous ces canaux-là et qu'ils sont alimentés, je pense que c'est là que vous pouvez que vous pouvez commencer à avoir un revenu. Et encore, moi, je ne suis pas sponsorisé par des marques de compléments alimentaires et tout, mais quand tu rajoutes tout ça et plus les entreprises, une fois que tu commences à avoir une audience assez intéressante pour eux qui te font ce qu'on appelle qui te sponsorisent tes vidéos, tout ce que vous voyez, les Red Shadow Legends et tout, et ça aussi, ça rapporte énormément d'argent. Donc quand vous cumulez toutes ces choses-là, je pense que c'est là qu'on peut décemment vivre de la création de contenu. Et encore une fois, ce que je dis, c'est pas... Enfin, je veux dire, vous avez juste à regarder votre influenceur préféré, quelle story il push, quel type de produit il est en train de pousser. Si vous voyez votre influenceur préféré qui tout le temps vous fait de l'affiliation, vous dit achetez mon code promo Gymshark, achetez mon code promo MyProtein et tout. Si vous spam toute la journée dessus, c'est que c'est ça sa source de revenus principale. C'est pas ses programmes et tout, c'est que c'est ça. Si vous spam toute la journée sur ses programmes, c'est que c'est ça sa source de revenus principale. Donc ce que je vous dis, c'est pas tout le monde peut trouver cette source d'information. Vous avez juste à regarder votre influenceur préféré et vous allez dans sa biographie Instagram et vous voyez tous les liens qu'il a. Tous les liens qu'il a, c'est son business. Et donc la stratégie, elle est disponible pour tout le monde gratuitement. Mais après, ce que je peux vous dire, vous allez me dire, ah, mais c'est facile en fait, juste à faire ci, ça, 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 ça. La vérité, c'est que la différence, c'est que tout le monde sait comment il faut faire. Après, là, ce qui va faire la différence, c'est ceux qui sont prêts à faire les efforts pour mettre en place tous ces différents canaux. Et ça, il y en a beaucoup moins, les gens qui sont prêts à faire ça. C'est ça. Ouais, parce que ça prend du temps. Faut se créer une audience, il faut pouvoir aller aider les gens, il faut pouvoir aller leur parler, leur donner des conseils. C'est clair. Et encore une fois, tout ce que je dis là, ça part du fait que vous faites les choses pour les bonnes raisons. Si Mm. vous mettez tout ça en place, vous faites un e-book, mais que vous faites ça parce que vous voulez juste vous dire, ah, je veux faire un petit peu d'argent, personne ne vous fera confiance, personne n'achètera vos produits en fait. Les gens achètent vos produits parce qu'ils ont eu tellement de valeur sur les trucs gratuits que vous leur avez apportés, qu'ils savent en payant, soit ils se sentent obligés, et là on rentre dans la psychologie, le marketing, le phénomène de réciprocité qui fait que en tant qu'être humain, quand on nous rend un service gratuitement, on a envie d'en rendre en retour. Donc vous avez des gens qui vous ont tellement, et vous le savez, il n'y a qu'à regarder dans les gens que vous suivez, pourquoi vous achetez ce que vous achetez. Moi, il y a des gens, j'achète leurs produits parce qu'en fait, gratuitement, ils m'ont tellement apporté de valeur que dès qu'ils sortent un produit, même si j'ai pas besoin de l'utiliser, je l'achète parce que c'est ma manière de remercier C'est vrai. pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et encore, je trouve que parfois, c'est pas assez, tu vois, tellement les mecs ont du contenu gratuit parfois. Donc, quand vous allez, en fait, c'est ça le mindset dans lequel il faut être. C'est apporter tellement de valeur aux gens gratuitement, et parce que vous faites ça pour les bonnes raisons, qu'après, limite, ils se sentent coupables de rien vous avoir acheté, en fait. Et quand vous allez sortir d'un produit, et pas un produit n'importe lequel, essayez de sortir un produit, bien sûr, si vous voulez qu'il marche, qui répond à un problème, et ben là, les gens, non seulement vous apportez un produit qui répond au problème des gens, donc les gens vont être contents de l'acheter parce que vous allez résoudre un problème pour eux, un problème très douloureux pour eux, mais en plus, parce que vous avez apporté toute cette valeur-là gratuitement, limite, ils vont vous. Moi, ça m'arrive parfois, je dis des mecs qui sortent, ils font des trailers, des annonces, je dis, mais prends mon argent, frère, parce que le truc n'est pas encore sorti, que je sais la valeur que ça va m'apporter et tout. Donc, quand vous créez votre produit, faut vous dire, OK, pour ce prix-là, comme, peu importe le prix que vous définissez pour votre e-book ou votre formation ou votre t-shirt, quel est la maximum de valeur que je peux apporter pour ce prix-là? Et une fois que vous avez listé, et ben vous faites. C'est ça. Et encore une fois, je pense qu'il y a des mecs qui vont se dire, ah, c'est tout ce qu'il faut que je me fasse. Mais je vous jure, lancez-vous, faites-le. Et vous allez voir le travail que ça demande. Je pense que toi, tu le vois aussi pour toi quand tu crées ton podcast, ta création de contenu et tout. Mais quand vous publiez des trucs et que vous avez 10 vues, et le travail que ça vous demande derrière,
C'est là où il faut être patient et il faut avoir la discipline de se dire j'ai ma Ouais, vision de long terme, mais je sais que ça passe par là et ça passe par le charbon. Parce c'est ça. qu'aujourd'hui, je suis dans une position où j'ai 2500 abonnés. Encore une fois, c'est rien. Mais je vois que si je publie pas une vidéo par semaine, parce que j'ai ce catalogue-là de vidéos, je gagne quand même des abonnés. Et ça, c'est motivant. Alors qu'avant, quand j'avais moins de 100 abonnés, si je publiais rien, il n'y a rien qui se passait. Il ne se passait rien. J'étais toujours à 58 abonnés, et dont 20 d'entre eux, c'était mes potes qui regardaient pour me faire plaisir. Tu vois. Mais il faut passer par là pour après arriver au stade où c'est les intérêts composés, c'est l'effet boule de neige. Et en fait, toutes les fondations que vous avez construites au préalable eh ben, commencent à apporter leurs fruits et rapportent sans que vous ayez forcément à produire plus d'efforts. Il faut produire des efforts, mais de manière intelligente où vous n'avez pas forcément besoin de produire plus d'efforts. Je n'ai pas besoin de faire 10 fois plus d'efforts pour avoir 10 fois plus de résultats. J'ai besoin de faire 2 fois plus d'efforts pour avoir 20 fois plus de résultats. Et ça, c'est l'effet de levier. Et tout ce que vous faites, alors après, je parle pour les gens qui ont un petit peu d'ambition et qui ne veulent pas se rester dans leur vie de je veux faire mon 9 to 5 et puis après, je veux kiffer mes week-ends ou mes après-midi. Ces gens-là, je leur parle pas, ça sert à rien. Ils vont pas comprendre ce que je leur dis. On n'est pas là pour perdre notre temps. Je parle aux gens qui veulent rentabiliser, optimiser tout ce qu'ils peuvent faire dans leur vie pour débloquer leur potentiel et vraiment atteindre un niveau, être dans le top 1% et pas dans les 90%. Et encore une fois, je vous parle de ce mindset-là, j'ai encore rien fait. Tu vois. Mais je pense que pour avoir écouté et regardé assez de vidéos de motivation et pour essayer que les gens perdent pas leur temps à regarder des centaines d'heures comme moi je l'ai fait, parce que c'est piégeant de regarder ces vidéos-là parce que tu as l'impression de faire quelque chose. Quand tu regardes des vidéos de C'est vrai. motivation ou C'est de vrai. trucs, tu te dis ah putain, ok, là j'étais pas sur Netflix, j'étais sur je sais pas quel mec Gary Vee ou je sais pas qui, j'ai l'impression d'avoir fait un truc utile. Mais non, en fait, vous avez rien fait. C'est ça Vous qu'il avez faut. rien fait. Mm. Donc au bout d'un moment, on a tous besoin de ça, on a tous besoin d'avoir cette dose de motivation. Mais ce qui va faire la différence, c'est les gens qui vont passer à l'action. Et ça, c'est le plus dur. C'est C'est le, ça. c'est le plus dur. Écoute, du coup, Enfin, je suis un peu parti dans tous les sens, non, non, excuse-moi. J'espère que les gens c'est top. Je sais pas si sont pas perdus. Mais... on a oublié quelque chose. Non, je crois qu'on a parlé de tout. Hein. Ta marque de vêtements, YouTube, c'est les principaux. Hein. Ouais, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. C'est déjà C'est pas mal. déjà, Hein. c'est déjà très bien. C'est déjà mieux. Enfin, mieux, peut-être pas forcément mieux. Ça dépend comment on voit les gens, mais plus que ce que beaucoup veulent faire et font pas forcément, c'est sûr. Il y a toujours un cap Mm. entre dire je vais le faire et vraiment le faire, tu vois. Il y a le moment où, Mm. il y a le moment où tu envoies les mails aux gens ou les messages pour viens Mm. sur mon podcast, c'est le moment où la personne est vraiment là, tu vois. C'est un cap énorme. Au Ouais. début, tu te dis ouais, Ouais. t'es chaud, t'es là, t'envoies les mails, et d'un coup, tu reçois la réponse, Ouais. tu te dis ok, c'est demain 15h, tu te dis ah ouais, le mec il sera là en Ouais. fait en face et tout. Ouais. Une fois que tu as passé ça, après, c'est que du kiff, en fait. C'est vraiment parce que là, moi, Mais je prends un plaisir monstre, tu vois, à échanger, à ça se voit. c'est ça, comme dit, à prendre des infos, bah, les redonner aux gens, les faire écouter aux gens. Moi, je trouve que je prends un plaisir énorme à faire ça. Et, au-delà du fait que potentiellement, ça me fait prendre des abonnés, etc., machin, affiliation, je sais pas quoi, mais Mm. c'est vraiment le plaisir, quoi. La conversation et le fait que il y a des choses à apprendre et ça fait apprendre des choses aux gens, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, je le dis pour les gens qui nous écoutent. Là, vous allez écouter ça, vous allez vous dire, ah super, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Non, vous allez écouter ça maintenant, allez à la salle et essayez le power. Allez, je ne sais pas C'est quel ça. business vous voulez faire, vous vous dites, ah, je me lancerai, je me lancerai, je me lancerai. Non, commencez à mettre en place des trucs et tout. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et vous allez voir qu'après, quand vous commencez à faire des choses, eh ben, vous n'avez plus le temps d'écouter ces vidéos de motivation et tout, parce que vous êtes trop occupé à faire en fait. Et c'est ça Ah, qui est bien, et alors c'est un cercle faites pas vertueux. trop, faites pas trop. Restez sur ou alors faites en même temps. Franchement, je pense Ouais, que faire en même temps, c'est pas mal. pire, vous êtes pas sur YouTube, tant pis, vous êtes sur Spotify, c'est pas trop grave, il n'y a pas de souci. Ouais. On est là dans tous les cas. C'est On pour ça passe que sur les podcasts, c'est passe bien. sur question de fin, c'est d'accord? Je Vas-y, t'envoie les- envoie. Du coup, bah, c'est les trois petites questions de fin que je pose toujours. Hein. La première, je commence toujours en demandant si tu avais trois comptes, toi, à recommander pour être motivé. Tu vois, donc ça peut être un compte YouTube, Insta, blog, peu importe, une chaîne, Ouais. un site internet, peu importe, qui toi te motive et te donnerait envie en fait que les gens le connaissent, même si les gens peut-être le connaissent, hein, Ouais. mais toi, si tu avais vraiment Est-ce trois comptes. que je peux te donner des sources anglophones ou pas? Ah oui, oui, ben, aucun problème. Aucun, ouais. Parce que je regarde énormément de contenu en anglais et Ouais. je sais que parfois je reçois des messages ah, c'est bien le truc que tu as voulu dire, mais je parle pas anglais. Donc je vais essayer de dire quand même un en français. Fuck. Un français.
Je regarde tellement que du contenu en anglais que. Bah, Il après, n'y a aucun problème. Hein. on, on a, L'anglais, on me l'a déjà on a. dit. D'accord, ok. Alors, je viens de découvrir un mec, pour le coup, pour la vente, qui est super et même niveau mindset, qui s'appelle Alex Hormzy, je crois. Alors, je vais essayer de pas. Je vais le chercher sur YouTube pour pas dire de conneries. Et je suis en train de binger son contenu de ouf. Parce que le mec est très. Déjà, quand vous voyez des mecs qui vont à la muscu et qui parlent business, tous ces gens-là, vous savez que vous pouvez leur faire confiance. Parce que vous savez que c'est des mecs un peu comme nous, dans le même mindset, qui. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, 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 vraiment. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs et tout qui ont un lifestyle de merde, qui prennent pas C'est soin de clair. leur corps et tout, Ouais. qui pensent que Ouais. business. Si vous voyez des mecs qui parlent business, surtout si c'est des business qui n'ont rien à voir avec la musculation et à côté qui sont des go muscu de ouf, vous pouvez leur faire confiance de base. Donc le mec s'appelle Alex Hormozy. C'est un mec qui fait Orbosi. des vidéos Ok. sur la Hormozy, c'est un mec qui fait des vidéos sur la comment vendre, mais aussi philosophie, le mindset qu'il faut pour réussir et tout. Et le mec, pas de blabla. Le mec, il est millionnaire et il n'a rien à te vendre. Son but, c'est d'expliquer comment toi aussi tu peux devenir millionnaire. Tu vois. Donc, on perd pas de temps. On est vraiment dans du conseil pratique. Et vraiment, il fait délire. Il a une grosse beubare. Il est jacked. Il est musclé de ouf. Et il te dit comment lui, il arrive à être millionnaire. Donc, ça fait gaulerie de ouf. Et c'est super contenu que je regarde en ce moment. Il y a Ali Abdal, que je recommande aussi pour la productivité. Et c'est vraiment un mec hyper peace qui est un ancien qui a fait médecine et qui a une chaîne YouTube et un podcast aussi où il explique ses méthodes pour être plus productif, être plus focus et avoir une vie qui a du sens aussi. Il s'intéresse beaucoup sur le sens de la vie parce on a beau là à parler musculation, Hmm. business et tout, mais qu'est-ce qu'on fait pour être heureux tout simplement et avoir une vie qui a du sens. Moi, je m'interroge aussi beaucoup là-dessus. On n'a pas forcément parlé un petit peu philosophie et tout, mais s'il y a des gens qui veulent être toujours dans cette optique de productivité et aussi de mener une vie qui a du sens, je vous recommande sa chaîne, Ali Abdal. Et en français, du coup, je vais en dire un en français. Alors, il y en a tellement que je pourrais recommander, mais Victor Ferry, qui fait des analyses rhétoriques, qui est super top au niveau marketing et analyse rhétorique, comment faire passer son message et avoir un discours qui a de l'impact et qui permet de convaincre les gens. J'ai son bouquin aussi qui est juste derrière moi, là, ceux qui voient à l'image. Il s'appelle Victor Ferry et là, pour le coup, c'est du conseil en français. Et allez, un quatrième aussi en français parce que les gens aussi aiment bien du contenu en français, c'est Marketing Mania. On l'a déjà mentionné dans le podcast, mais c'est un mec qui fait des revues, des analyses marketing sous un angle marketing. Donc, il a analysé PNL sous un angle marketing, par exemple, c'est super intéressant. Et pour ceux qui veulent, qui sont dans le business en ligne et dans la vente de formation ou de e-book, c'est la référence en français, je trouve. Donc voilà, on n'a pas dit des trucs extrêmement musculation, mais, Aucun problème. Ça mais au niveau change. C'est bien. business, c'est ça. Ça change. Mais de toute C'est façon, le 4 que je recommanderais. je mettrai les liens dans la description. Il n'y a aucun problème. Les gens ils pourront Ouais. aller. Je préfère recommander les trucs business parce que les trucs muscu, je pense que les gens savent Ouais, d'eux-mêmes aller chercher le contenu qui les motive c'est déjà clair. de base sur YouTube. Habituellement, du coup, c'est un conseil musculation pour les gens. Mais là, est-ce on peut dire un conseil power ou ça Ouais, te bien va, sûr. toi, ou pas? Peu importe. Vas-y, vas-y. Bah, si Donc il t'avais, faut que je donne un conseil de power. ouais, du coup, si tu avais un conseil power pour les gens, principalement. Conseil power, c'est essayer d'être honnête avec vous-même. Quand on est dans le power, dans la musculation, on a beaucoup d'ego. Nous, on s'entraîne beaucoup. Alors, on n'en a pas parlé au RPE. Alors, c'est un concept encore, on va pas se lancer là-dessus. Je sais pas si toi, tu es familier avec ça, mais je pense que beaucoup de go muscu ne doivent C'est pas l'être. Mais c'est un pour. peu comme les RIR, non? Un peu Voilà, exactement. C'est Voilà. ça. Hein. Donc, le plus tôt vous pouvez vous auto-réguler avec ça et être honnête avec vous là-dessus, le mieux vous serez sur votre pratique et le plus flexible vous serez. Mais par contre, ça demande un effort conscient de s'interroger et de se poser la question à chaque set, à chaque série, combien de reps en réserve j'ai et d'être honnête. Parce que si vous vous dites, nous en power, on le voit beaucoup, les mecs qui se disent, ouais, là j'avais franchement facile 2-3 reps en réserve et tout, alors que tu les vois, ils sont sous la barre en train de crever. En fait, non. Donc, le plus tôt vous pourrez être honnête avec vous-même là-dessus, le plus flexible vous serez et le meilleur vos progrès seront. Ce serait mon conseil force athlétique powerlifting, ouais. Très bon conseil. Et un conseil business maintenant pour les gens. Dernier conseil. Conseil business, et là je vais me le dire autant aux gens qu'à moi-même, c'est être patient. La patience, être patient, ne pas trop se comparer aux autres, même si ça peut motiver. J'en ai parlé dans le podcast que j'ai fait avec Arthur, que toi aussi tu as reçu. Lui, pour le coup, il avait l'air d'être au calme avec ça. Moi, pour le coup, je sais que c'est un truc qui peut parfois me mettre mal. C'est me comparer avec des gens qui sont 10 fois plus avancés que moi et qui sont Ouais. exactement là où je voudrais être dans quelques années. Et parfois, ça peut me prendre la tête de ouf. Donc, vraiment, être patient. De toute façon, quand vous avez trouvé votre voie
Et vous le savez, il y a des signes qui montrent dans la vie qui font que vous êtes au bon endroit et vous êtes sur la bonne route. C'est juste qu'il faut être patient. Vous allez arriver là où vous devez arriver. Il faut juste être patient. Et là, je suis en train de parler à tes auditeurs, mais je suis aussi en train de parler à moi-même. Ne me le Non, rappelez, mais j'en ai pas de mal. même moi, il n'y a aucun problème. Je Je prends. sais que quand vous êtes sur la bonne voie, vous le savez. Et juste être patient et les résultats arriveront forcément. C'est comme tout, hein. C'est comme pour la musculation, c'est comme pour bah ouais, business, Ouais. musculation, ouais, vie privée aussi au final. Quand tu veux quelque chose, il faut y aller. Bon, après, faut être patient, mais il faut y aller. Parce qu'il faut faire attention. Il y a des gens, ils sont patients, mais ils sont bien Ouais. patients pendant des années, mais ils font rien, tu vois. Et Patient ça... avec les résultats, mais Exactement. impatient avec l'action. C'est ça. Patient avec Exactement. les résultats, mais impatient avec l'action. Passez à l'action rapidement, souvent, mais soyez patient avec les résultats. Avec un maximum de passion et d'envie d'aider les gens. Et ouais, c'est ça. Tout Exactement. Et à fait. rester le plus honnête possible, je suis d'accord. Bah écoute, je te remercie, hein. Franchement, Merci on à a, Zoff, hein. comme d'habitude, un bon podcast, un bel échange. Ça change aussi de parler un peu du coup de Power, même si au final, comme on l'a dit au début, c'est pas si différent que ça. On n'est pas non plus à des années-lumière les deux. Tout à fait. Tout à fait. Donc écoute, alors, je dis toujours d'habitude, je laisse le mot de la fin, mais après, je finis toujours par parler. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais dire tous mes trucs moi, et après, je dirai plus rien, tu vois. Vas-y, vas-y. Donc Pas de du coup, galère. bah, merci à tous ceux qui ont écouté. Comme d'hab, bah, qui nous ont, comme dit, je dis toujours, hein, mais qui nous ont regardé, qui nous ont écouté. Je mets tous les liens en description. Je le dis jamais, mais du coup, bah, je vais penser à le dire. Bah, pensez à vous abonner, vous abonner aux deux comptes, du coup, le mien et le tien. Tout sera en description. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Vous abonner sur YouTube, la cloche, après, c'est comme vous voulez. Bon, ça, je ne vais pas trop me prendre la tête avec ça, mais un commentaire si vous avez bien aimé, un j'aime, et puis bah, merci à tous. Et du coup, bah, maintenant, je te laisse le mot de la fin, et je me dis plus rien Merci. après. T'inquiète. Ciao tout le monde. Bah déjà, merci Florian, merci à toi pour l'invitation. J'ai pas regardé tout ce que tu faisais, mais quand j'ai vu que tu avais reçu Arthur, je me suis dit, ah, ça, c'est un gars sérieux pour avoir parlé aussi un petit peu avec Arthur et pour l'avoir reçu sur mon podcast. On est un peu tous dans la même mouvance, on essaye tous un petit peu de faire bouger les choses à notre humble niveau. Et le mot de la fin, je dirais, bah, les gens qui sont, je pense que si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce podcast et que vous avez tout écouté, je pense que vous êtes aussi dans la même optique, dans la même mouvance que nous. Donc, c'est que vous êtes, je pense, bien tombé. Donc, continuez à vous intéresser. Passez pas trop de temps. Alors, je vais le dire, ce sera au détriment de nous deux, puisque moi aussi, j'ai un podcast où on essaye de parler de ces choses-là. Mais écoutez ce genre de contenu. Ne tombez pas dans le piège d'avoir l'impression que vous faites quelque chose quand vous écoutez ce genre de contenu. Passez à l'action. Et puis, si vous aimez, vous avez aimé ce podcast, je vous invite aussi à aller suivre ce que je fais, ceux qui sont intéressés de près ou de loin par le powerlifting, ce que je fais sur ma chaîne YouTube, Hugo Owona. C'est une bonne entrée, une bonne porte d'entrée pour les débutants. Si vous avez kiffé ce podcast, je pense que vous kifferez aussi ce que vous pouvez retrouver sur mon podcast, Le Rendez-vous Musclé, qui est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et aussi en version vidéo pour certains épisodes sur YouTube, Le Rendez-vous Musclé. Et puis, si vous avez envie de passer au next level et d'avoir cet esprit communautaire et cette petite dose de motivation supplémentaire, allez vous choper un petit t-shirt sur lesforces.fr. Inscrivez-vous sur le compte Instagram ou allez me suivre directement sur Instagram, Hugo Owona. Et puis, je vous dis à bientôt.